Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Jason Statham et sa bande de bras cassés, Lucky au McDo, une trahison de Gen V, les news et le box-office de la semaine, et pour finir, les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Moi, c'est Ista et je suis accompagné de Al. Bonsoir Al. Ça va Ça va et toi? Ouais, ça va. Lucky au McDo. Bah oui. Très bonne intro. Je tiens à dire. T'aimes pas? Il était Bah, pas si, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je te félicite. J'ai pas envie de faire des compliments. Ah, merci. si. Non, écoute, ça va. J'ai une petite inondation chez moi, donc ça va pas trop, mais écoute, on est là pour le podcast, c'est ça l'important. D'accord. Catastrophe ou pas, j'enregistre le podcast. Là, j'ai de l'eau sur mes pieds. Non, pas du tout. Tout va bien. Mais ouais, on a un petit week-end assez compliqué, mais content d'enregistrer, là. On va commencer en disant d'abord qu'il y a les timecodes qui sont dans la description. Voilà. Bah, si vous voulez suivre un truc précis, genre l'actu, les news, notre critique de Expandables, voilà. Ouais, voilà. S'il y a un sujet que vous voulez pas, si vous suivez pas une série, mais vous voulez passer à un autre sujet, bah, il y a tous les timecodes dans la description, donc ça vous permet directement de passer aux parties qui vous intéressent le plus, ou peut-être si par exemple là on va parler d'Expandables, vous l'avez pas vu, et donc vous voulez pas en entendre parler, bah, vous pouvez skipper et revenir évidemment après, écouter l'épisode et le passage évidemment. Exactement. On a tout prévu, c'est un podcast parfait. Bon bah on commence par l'actu. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que t'as pour nous, Istra? Eh bien on va commencer avec la saga Halloween, qui était initiée par John Carpenter à l'époque. Et en fait il y avait une bataille pour les droits entre plusieurs studios, pour avoir les droits de la franchise. Et donc sur le coup c'est Miramax qui a gagné les droits pour la télévision et pour le cinéma, pour la franchise Halloween. Et donc ils seraient en train de développer une série télé. Et ils veulent faire un Cinematic Universe, un univers cinématographique autour de la franchise. Ouais, bah c'est déjà un bordel la timeline Halloween, donc bah super, on va retrouver un nouveau bordel, sûrement une nouvelle timeline, parce que je crois qu'il y en a 4, je crois qu'il y a 4 timelines Halloween, et l'Exorciste, on va vous en parler plus tard tout à l'heure, mais je crois qu'aussi il y a pas mal de timelines. L'Exorciste, il y a 4 timelines, mais c'est 2 films par timeline. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, là Halloween t'en as 4, t'en as 7 films, enfin c'est un peu le bordel. Moi, comme j'avais dit la dernière fois, une série Halloween, je vois pas le principe. En tout cas, ça m'attire pas trop. Le fait que c'était A24 qui était potentiellement dessus, ça pouvait peut-être m'intéresser. Mais là, Miramax, il va faire une série Halloween, ça me refroidit un peu. Ouais, moi j'ai du mal à comprendre univers cinématographique autour d'Halloween. Quoi, il faut faire. Je veux dire, ils vont mettre plusieurs tueurs dans la franchise maintenant. Enfin. Mais moi, je me suis dit. Ouais. Est-ce qu'ils vont pas lier d'autres tueurs à Halloween et tout, tu vois? Bah peut-être, ou alors ouais. Ou alors c'est juste que ça se passera à Halloween, mais il y aura rien à voir avec Michael Myers, je sais pas. Oh non, mais je pense qu'ils vont ramener Michael Myers, c'est impossible qu'ils oui, pas Michael mais Myers bon, dans un truc. Tu peux pas faire juste un univers cinématographique avec juste un mec avec un masque qui tue des gens, enfin je sais pas, ça me paraît bizarre. Mais en fait, moi je croyais qu'ils allaient genre prendre Freddy, tu sais, les trucs comme ça, tu sais. Et Jason peut-être et faire un cinématique universe avec tous les tueurs. Putain, c'est horrible. Ouais. D'en parler, je trouve ça horrible. Mais je crois pas qu'ils ont les droits sur toutes les licences. Bah là ils ont que les droits d'Halloween, sur quoi. Peut-être Scream, je crois, mais enfin je suis pas sûr. Je sais plus qui a les droits de Scream, mais en tout cas s'ils veulent tous les droits de tous les films d'horreur et tout, je pense que c'est une galère. Hein. Je sais pas ils vont faire peut-être plusieurs périodes d'Halloween où Michael Myers y reviendra à chaque fois, mais je vois pas je vois pas le truc non plus. Ouais, c'est très très étrange, mais bon, après on peut être surpris, hein. Ça peut être bien. Ouais, bah écoute, on verra qui sera attaché au projet, mais je suis pas voilà. Ça nous emballe pas en tout cas. Non, moi non plus. Après je suis curieux quand même, tu vois. On va voir l'équipe créative qui vont annoncer les premiers trailers, tout ça. On verra si ça a l'air nul ou si c'est. Il y a peut-être un peu d'espoir, je sais pas. Bah, il y a que ça qui peut sauver le truc, mais pour l'instant, c'est ouais. pas, ça m'enchante pas.
Mais on a parlé d'A24 qui aurait pu avoir les droits. Et A24, il s'oriente dans une direction assez différente, puisque c'est un studio qui faisait souvent des films des petites productions en tout cas, et qui rapportent en général pas mal, hein, parce qu'ils font des films d'horreur, des films de genre, et ça marche plutôt bien. Et là, ils veulent s'orienter vers des créations de projets d'action et des gros projets IP, donc des films beaucoup plus cher du coup que ce qu'on a eu, parce que récemment le studio il a perdu de l'argent, notamment avec le dernier film d'Ari Aster qui s'appelle Beau is Afraid, que moi j'aime plutôt bien, et il avait perdu 35 millions de dollars, donc 35 millions de dollars pour Disney c'est peut-être pas un truc de fou, mais peut-être pour eux c'est un peu plus plus de pertes, et donc ils veulent investir dans le même type de contenu ils vont toujours investir dans le même type de contenu qu'ils développent, donc il y aura toujours des films d'horreur indé avec des réalisateurs pas trop connus comme ils font d'habitude, mais en même temps ils vont développer des gros projets. Qu'est-ce que tu en penses, Sista? Bah moi je demande à voir, parce qu'après s'ils veulent se mettre en gros blockbuster, en gros c'est ce que je comprends, hein, c'est genre les franchises, les blockbusters, tout ça, bah faut voir déjà c'est quoi, déjà, puis si c'est eux derrière ça peut être intéressant en vrai, s'ils laissent la liberté créative derrière aux auteurs, aux réalisateurs, tout ça, faut voir qu'est-ce qu'ils annoncent en fait. Moi je suis en mode pourquoi pas, tu vois. Ouais, je sais pas trop, tu vois, parce que bon à Hollywood le fait que c'était des projets pas trop chers, c'est ça qui faisait que l'équipe artistique avait sa liberté, tu vois, que le réalisateur pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Ouais. Là, en plus, A24 c'est pas un gros studio, hein, donc je pense qu'ils vont pas démarrer à faire genre 5-6 films, gros films, enfin genre 5 gros films par an. Oui, ils vont pas lancer. Donc je pense qu'ils vont ils vont peut-être démarrer avec un gros film, et je pense qu'ils vont le quadriller quand même pour pas perdre de l'argent dessus. Donc ça peut finir vite dans un modèle le modèle hollywoodien classique qu'on connaît de formatage de contenu quoi. Après il y a peut-être une chance qu'ils créent leur propre franchise entre guillemets, et qu'ils fassent pas des blockbusters parce que je crois qu'ils ont pas de franchise à 24, et je pense pas qu'ils vont prendre des trucs de super-héros, des trucs comme ça, tu vois, ou en tout cas ils prendront peut-être des trucs un peu plus obscurs, je pense, pour faire des... Moi je vois bien, il y a une maison de comics là qui s'appelle Valiant. À un moment ils voulaient faire un Cinematic Universe. Le premier film c'était Blue Chat là avec Vin Diesel qui était nul. Oh mon dieu. Mais en comics c'est très bien, et en vrai tu vois ça m'étonnerait pas qu'ils fassent un contrat avec cette boîte là pour faire un univers cinématographique. S'ils veulent, tu vois, faire un truc de super-héros, ils peuvent aller chercher là-bas. Mais bon après ils peuvent, je sais pas, il y a des livres aussi peut-être qui peuvent peut-être lancer des franchises, je sais pas. Ou même juste créer leur propre franchise, des idées originales, ce serait bien, tu vois, dans un poster. Ouais. C'est plus dur à faire, je pense, mais ouais. T'as des livres de science-fiction, de fantasy, voilà, des bouquins qui pourraient faire des franchises, je pense. Enfin, je sais pas où ils vont aller. Parce que là, ça parle pas d'adaptation ou quoi, ça parle d'IP, donc ça peut être des IP originales, ouais, comme Avatar, ou, voilà. À voir. Ah ouais, ça me fait un peu peur, parce que ils annoncent de faire ça pas pour une ambition créative, mais pour pallier des pertes de budget, donc c'est peut-être pas la création qui va les motiver en premier, mais bon, on verra. Et en parlant d'IP, on va parler d'une autre IP qui a eu le droit à 2 films, c'est Kick-Ass. Et donc Matthew Vaughn, il a annoncé qu'il allait lancer un reboot de Kick-Ass l'année prochaine. Ouais, c'est ça, un reboot de Kick-Ass, mais il a rajouté que ce reboot n'aurait pas... Je sais pas pourquoi du coup il appelle ça un reboot, mais du coup qu'il aurait pas un des personnages... des autres films Kick-Ass, des autres premiers films Kick-Ass, donc Hit Girl et Kick-Ass, joué par Aaron Taylor Johnson et Chloé Grace Moretz, et qu'il aimerait bien les faire revenir après avoir fait le reboot. Donc en fait il fait un univers Kick-Ass, en fait, un univers partagé Kick-Ass, ouais, si je comprends bien. Bah c'est ce que j'ai compris aussi, ouais, parce que s'il fait revenir les acteurs en plus vieux et tout. Ouais, moi j'aime bien le premier Kick-Ass, j'aime beaucoup Matthew Vaughn. Ouais. J'avais beaucoup aimé ce qu'il dit le premier Kick-Ass, moi je l'ai pas revu depuis, mais c'était vraiment un film qui m'avait fait, c'était hilarant et un peu en avance sur son temps, parce que ce genre de proposition super héroïque, un peu déconstruit et tout, c'était pas en 2010, je crois que le premier est sorti, c'était pas aussi populaire quoi. Et là on verra ce que ça va donner. Moi je suis très très chaud. Ouais, c'est venu après avec Deadpool et avec The Boys, ce genre de trucs. Par contre, le 2, il était pas ouf. Le Kick-Ass 2. Ouais, moi je m'en souviens pas. Donc, je peux pas. Bah voilà, ça veut tout dire. Mais je suis content s'ils veulent faire revenir les personnages, ce serait bien qu'ils ramènent les acteurs, parce que, c'est de bons acteurs, en plus, voilà, et. Non, à l'époque, il y avait un spin-off sur Hit Girl qui était prévu.
C'est ça, ouais. Qu'avec juste Chloé Grace Moretz, du coup, mais ça a jamais été fait, je sais Non, je sais ça pas s'est trop jamais pourquoi. Après, bon, là, les acteurs, ils ont 30 ans, quoi. donc, bon, s'ils reviennent, ils vont revenir en tant que super-héros bien adultes et tout, mais ça peut être intéressant. Et ça donnerait du travail avec Chloé Grace Moretz, qui fait plus grand chose. C'est vrai. Ah, je suis curieux, pourquoi pas retrouver l'univers, ça peut être sympa. Par contre, c'est bizarre que ça s'appelle Kick-Ass et genre, il y a pas Kick-Ass. Enfin, ça serait bizarre, mais je sais pas. Enfin... Non, mais je pense qu'il dit que c'est dans l'univers de Kick-Ass, mais ça s'appellera pas Kick-Ass, je pense. Ça s'appellera El Muerto. Non, pas du tout. J'ai vu qu'il y a un comics Kick-Ass qui existe, mais que le personnage, il est féminin. Mais je sais pas si peut-être il se baserait sur ça, je sais pas. Bah après ils peuvent développer tellement de genre de héros de rue, enfin plus l'univers de Matthew Vaughn, je pense qu'il peut faire un truc pas mal avec quand tu vois les Kingsman et les trucs comme ça, il peut faire des trucs drôles je pense et en même temps mettre des scènes d'action bien fun, ça peut en être fait c'est sympa. marrant parce que Kingsman et Kick-Ass c'est les univers de Mark Millar, donc l'auteur de comics, je sais pas, ouais, ça matche bien avec Matthew Vaughn. C'est d'ailleurs bizarre qu'ils ont pas Netflix n'ont pas été le chercher parce que ils sont en train de faire le Millarverse sur Netflix là. Enfin, ça a pas marché parce que c'était Jupiter's Legacy, la première série. En général, les trucs qui commencent par Jupiter, ça marche pas trop. C'est vrai. Mais je suis content qu'il soit pas chez Netflix du coup là. Ouais, reste au ciné, Mathieu. Il a d'ailleurs annoncé que Kingsman 3 c'était bel et bien en production, donc on savait, mais voilà quoi. C'est parti. J'ai toujours pas vu le 2 d'ailleurs, ni le préquel. Ah, t'as pas vu le 2 ok. Le préquel, je l'ai pas vu. J'ai adoré le premier Kingsman en plus, hein, vraiment. Je trouve que c'est un super film d'action comédie, mais le 2 et les 3, ça m'a pas donné envie du tout. Enfin, le préquel. Moi, le 2, j'avais grave envie de le voir à l'époque, donc je l'ai vu. Mais le préquel, je l'ai pas vu, je t'avoue. Et bon, moi, Kingsman 3, bon, c'était un peu secret de Polichinelle. On le savait depuis un moment, mais bon, c'est juste qu'on avait pas trop d'infos, je pense, dessus. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Mais bon, du coup, je suis content qu'il fasse je pense qu'il va finir avec cette trilogie, Ouais, je pense qu'il faudrait qu'il en sorte aussi, moi, tu vois. Ça commence à faire beaucoup, je trouve. Bah, s'il compte faire du Kick-Ass après, et bon, c'est pas confirmé, mais si James Gunn le recrute, il fera plus de Kingsman, je pense. Ouais, bah, s'il fait une trilogie plus un préquel, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, franchement. Voilà pour les news hors Warner Disney, parce que là, on a eu du très lourd cette semaine, les amis. On a des infos d'ici Comics Warner et je suis désolé, mais je vais l'annoncer parce que ça me fait plaisir, tu vois. Aucun des acteurs, des stars du DCU, donc le DCU, l'univers lancé par Snyder, ne va reprendre son rôle dans l'univers de James Gunn. C'est-à-dire que les acteurs, par exemple Jason Momoa, Ben Affleck, ne vont pas reprendre leur rôle. C'est-à-dire Ben Affleck, si un jour il revient, je pense pas, mais qui reviendrait dans le DCU, ce serait pas pour jouer Batman, ouais. Pareil pour Henry Cavill et pareil pour Jason Momoa, qui pourrait, enfin, il semblerait, en tout cas c'est des grosses rumeurs, qu'il serait déjà casté en tant que Lobo. Donc Lobo, c'est, bon, tu vas expliquer mieux que moi qui c'est, je pense. Ista, tu le connais mieux que moi. Pas tellement en fait. Ah, ok. C'est un extraterrestre motard, voilà, qui est tout le temps bourré. Sur le coup. Bah c'est Jason Momoa quoi. Ouais, c'est Jason Momoa dans l'espace avec une moto. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, il serait déjà casté d'après Jeff Snyder, je crois. Ouais, d'après Jeff Snyder, il serait déjà casté depuis un moment en fait. Et il aurait déjà signé le contrat et ce serait annoncé genre vers février ou mars après la sortie en VOD de Aquaman, The Lost Kingdom. Voilà, je cherchais le nom. Donc bon, on verra. Donc surtout si le personnage est dans Superman Legacy, il y a un peu des rumeurs là-dessus. Donc sur le coup. Ouais, mais après les rumeurs sur le nombre de personnages qu'il y a dans Superman Legacy, t'as l'impression que le film va durer 4 heures. Hein. Ouais. Non mais bah après c'était pas des rumeurs sur les autres persos de Superman Legacy, c'est carrément des. Oui. Non mais tu sais. Oui, c'est vrai qu'il y avait du casting, mais tu sais, entre le Green Lantern qui devrait de jouer par Matt Dillon, tu sais, on a l'impression qu'il y a toute la Justice League là déjà dans Superman Legacy. Donc. Ouais, il y a beaucoup de persos, ouais. Mais Nathan Fillion, c'est annoncé, c'est officiel, Nathan Fillion. Oui, c'est ça. Mais enfin, je veux dire, il a annoncé en tant que Green Lantern dans le film Superman. S'il y a Lobo, s'il y a un truc, tu te dis bon, c'est le. Je sais pas ce qu'il compte faire, mais ça paraît très ambitieux, quoi. Bah moi je le vois un peu comme un lancement d'univers en fait, le film. Oui, un catalyseur genre de. Ouais, c'est ça. Ce qui va venir. C'est ça. Un peu ce qu'ils font avec les New 52, ce genre de trucs, dans les comics quoi. Ouais. Par contre, il y aurait les persos genre Peacemaker, Waller, ceux-là ils reviendraient, tu vois, les personnages là. Oui, ceux qui ont été annoncés déjà comme revenants et qui sont pas les stars de la Justice League. C'est souvent c'est ça qui dit le communiqué quoi.
Et en vrai, moi, je trouve pas ça si déconnant, parce que j'en ai vu qui râlaient, qui disaient ouais, c'est pas normal, qui recastent eux, mais qui recastent pas Peacemaker, Suicide Squad et tout. Mais enfin, en vrai, je me dis, moi, c'est déjà les trucs créés par James Gunn, donc à partir de là, vu qu'il a déjà fait ça, bah, moi, je trouve pas ça déconnant qu'il les reprenne, en fait, vu que c'est déjà ses versions à lui de ces personnages. Ouais, moi ça me dérange pas qu'ils les reprennent. Voilà. Moi, ça m'aurait dérangé, c'est que bah voilà, il y a des mecs de la, enfin, c'est Gal Gadot. Depuis un moment, disait ah mais si, il a un truc pour moi dans le DCU. Enfin, ça faisait peur parce que tu te dis, ben les mecs font un reboot pour prendre les mêmes persos, ça aurait été nul. Enfin, ça aurait été chiant. Alors que des personnages mineurs, genre Amanda Waller joué par Viola Davis, tu vois, ça me dérange pas qu'ils la reprennent, il a soft reboot quoi. C'est pas, Ouais. le casting était bon, ça me dérange pas quoi. Alors que Henry Cavill ou des trucs comme ça, bah le personnage de Superman, comme il était dit, sera pas pareil. En tout cas, il a pas une vision du personnage comme ça. Donc, ce serait bizarre de voir Henry Cavill jouer une autre version de Superman qui correspond pas à celui de Man of Steel, quoi. Je trouvais ça bizarre, tu sais, qui disait oui, ça recaste Batman et Superman, mais par contre, ça recaste pas Wonder Woman et Flash. Enfin, c'était bizarre, tu vois. Je me dis, la Justice League que tu vas voir, elle aurait été bizarre. Tu aurais des nouveaux acteurs avec des vieux acteurs. Enfin, je préfère la Justice League, on refasse tout, quoi. Ça, quoi. Oui. Paraît plus cohérent, tu vois. Et du coup, Ista, on a des infos aussi sur une prochaine série du coup du DCU de James Gunn. Ouais, donc sur le coup, c'est la série Waller, donc avec Amanda Waller, jouée par Viola Davis, dont on parlait juste à l'instant. Et ouais, bah sur le coup, elle serait prévue pour sortir en 2024, donc l'année prochaine. Voilà, là on a une date officiellement, on s'en doutait que c'était une des prochaines qui allait arriver. Mais oui, là au moins on a une date et bah écoute. Est-ce que t'es chaud? Moi, Waller, je sais pas du tout de quoi la série va parler. En fait, donc je suis intrigué. En même temps, je l'attends pas, mais je suis intrigué juste de savoir ça va être quoi le plot, tu vois, sur Amanda Waller. Est-ce qu'elle va refaire une team de Suicide Squad? Bon voilà, je pense qu'il y aura un truc vis-à-vis de ça, mais je sais pas exactement de quoi ça va parler. Je sais pas non plus, je pense, je dirais qu'il y a un indice un peu à la fin de Peacemaker, parce qu'il y a un truc par rapport à Amanda Waller. Et par exemple, dans la série Peacemaker, il y a la fille d'Amanda Waller qui est dans l'équipe. Peut-être que c'est un truc par rapport à la fille, tout ça, parce que il se passe un truc à la fin de Peacemaker. Parce que toi, tu l'as pas vu, je crois, la série pour la... Non, je l'ai pas encore vu. Bah, je la rattraperai, je pense, quand ça sortira, tout ça, mais... Je suis curieux. Je sais pas trop ce que ça va raconter en vrai, mais pourquoi pas? La vie, c'est une bonne actrice. À voir. Bon, on verra tout ça. Et c'est la fin de toutes ces infos DC Comics. Il y en a eu en fait, c'était des grosses infos. Il y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu des grosses infos. Ouais. Et il y en a eu une grosse info encore une fois, mais là sur Warner Bros. Qui, selon Variety, donc c'est pas un petit journal quoi, ils ont des raisons de penser que Universal va acheter Warner Bros. Dans les prochaines années. Alors ça serait un gros boom parce que Warner c'est quand même un studio qui est centenaire, donc c'est un des plus gros studios américains depuis 100 ans, donc ça serait c'est comme la Fox en fait qui s'était fait racheter, c'était fou parce que c'était un studio quasi centenaire, quand il s'est fait racheter c'était improbable de se dire ça quoi. Et là je pense qu'Universal eux ils ont pas mal gagné d'argent, en tout cas ces 10 dernières années ils ont pas mal engrangé, alors que Warner ça a été assez compliqué sur certains projets. Bon, ils ont des trucs qui marchent encore bien, Barbie, tout ça, mais ça a été quand même compliqué, quoi. Moi, je pense que c'est possible qu'ils se fassent acheter. Il y a des gens qui disaient que Disney allait l'acheter. Moi, je pense pas que Disney va acheter Warner, pour le coup. Non, ça m'étonnerait. Ouais, on sait jamais, mais bon. Après, Disney, il y a la rumeur. Parce que là, ça me fait penser à la rumeur un peu Apple-Disney. Quand soi-disant Apple va racheter Disney. Là, bon, ça dit Universal. Après, Warner Bros, ils se sont fait pas mal racheter ces dernières années. Tous les 2-3 ans, ils se font racheter. Parce qu'il y avait AT&T, je sais plus quoi, qu'ils avaient racheté. Avant, parce que là, dernièrement, c'était Discovery qui les a rachetés. Et avant, c'était AT&T. C'est pour ça aussi, d'ici, ça arrête pas de changer de direction. Plante et de direction, et c'est un peu le bordel. C'est pour ça que c'est bien qu'ils fassent un studio consacré qu'à ça, où là, s'il y en a qui rachètent, ils laisseront peut-être le studio en place, tu vois, et ils feront pas... Après, peu importe le rachat, si le DCU de James Gunn marche, ils vont le laisser faire tourner, je pense. Ça sera selon les résultats de Gunn au box-office, je pense. Après, c'est possible qu'Universal a racheté Warner Bros, mais bon, c'est... Le problème de ces trucs-là, c'est après ça fait plus beaucoup de gros studios, et bon, quand moins il y a de concurrence, plus c'est mauvais en fait. En fait, le truc c'est qu'ils ont une limite aux USA. Tu peux pas dans la production des films, tu peux pas produire des films à illimité en fait. C'est que t'as une part de marché en fait.
vis-à-vis des studios, et c'était même un des problèmes qu'avait Disney quand ils ont racheté la Fox. Il y avait des trucs, des sources qui disaient que ça allait pas être sûr, parce qu'en fait ils ont une part au niveau du nombre de films sortis par année qui aurait potentiellement été trop grande, tu vois. Ouais. Et là, là, Universal, je crois pas que ça va leur poser problème, je pense, parce qu'ils sont pas non plus produisent beaucoup de films, mais je pense que ça va pas poser problème. Mais c'est pour ça que je pense pas que Disney puisse racheter tous les studios du monde, tu vois, en mode jusqu'à qu'il n'y ait plus personne, il soit tout seul, quoi. Ça me semble compliqué, mais bon. Mais ouais, mais il y a une loi où ils ont pas le droit de faire plus de 25% de je sais plus quoi là. Il y avait C'est un ça, truc ouais. comme ça. Et sur le coup, il y avait une commission qui devait dire oui ou non. Un peu comme il y a eu là avec Microsoft dans les jeux vidéo pour le rachat d'Activision, c'est un peu le même délire. Ouais. Quand c'est des rachats énormes comme ça, enfin, il y a toujours une espèce de commission qui passe derrière pour dire oui ou non, quoi. Ils peuvent pas tout racheter n'importe comment. On verra bien tout ça. Mais assez parlé de la Warner et de DC. Passons à Marvel, à Disney. On a eu des pas mal de news cette semaine. Ça a été chargé, à toi l'honneur, Esta. Alors, en fait, il y a eu tout un article sur, en fait, c'est par rapport aux séries télé Marvel Studios qui sortent sur Disney+. Déjà, en premier, ils ont subi des critiques en interne, donc par leurs employés, quoi, sur le coup. Et donc, il y a plusieurs critiques qui leur ont été faites, donc, notamment, vas-y, liste-les-moi. Il y a des critiques que tout le monde a fait. Je pense c'est le manque de vision, d'une certaine vision centrale au niveau de l'univers Marvel, ce qui a été critiqué dans toute la phase 4. C'est un truc qui revient pas mal. Il y a eu aussi le fait que il laissait pas assez la place aux écrivains, aux scénaristes, d'espace créatif. C'est lié aussi au fait que les films exécutifs dans les producteurs, c'est eux qui géraient les séries. Alors les séries, habituellement, c'est géré par un showrunner. Et il y a un peu l'absence de ça chez Marvel et même tu crois même Disney en général, quoi, qu'ils ont enlevé un peu la place du showrunner et que ce soit le producteur qui fasse la série, je pense que ça s'est un peu ressenti dans les visionnages, quoi, que du coup les séries sont beaucoup moins genre Secret Invasion, je le sens que le niveau de la structure c'est pas assez bien structuré, c'est très étrange, tu vois. Il y a aussi une certaine attitude qui a été critiquée, c'est que ça, le fait que Marvel et du coup Disney se basaient sur le fait qu'ils allaient régler les problèmes après en post-production. Après, ouais, bien sûr. Ça c'est un truc qui était aussi extrêmement critiqué chez Marvel depuis un moment, c'est le manque d'idées créatives, donc de vision vis-à-vis par exemple des effets spéciaux, des environnements. Tu sais, je me souviens toujours du trailer de Spider-Man No Way Home où entre les deux trailers les environnements ils changeaient. Tu sais, ils avaient décidé une direction, puis entre les deux trailers ils ont changé. Du coup, les effets artistiques ont dû changer l'environnement complet parce qu'ils avaient pas une vision claire de ce qu'ils voulaient, quoi. Et le fait qu'ils balancent des saisons à 150 millions de dollars comme ça par-dessus les toits aussi, ça a été pas mal critiqué parce que on sent pas le budget sur certaines séries, quoi. Ouais. Alors, je sais pas si Spider-Man juste c'est un bon exemple parce que le marketing c'est fait par Sony, donc je sais pas si. J'ai pris le premier exemple qui me venait en tête, oui, mais c'est pas. On peut prendre d'exemples sur d'autres choses. Mais de toute façon, oui, il y a déjà eu. Enfin, on en a des exemples à donner. Il y a pas de souci là-dessus. J'ai lu il y a dans l'article ils disent quand même qu'il y a une série qui a eu un espèce de showrunner. je vais me faire taper, mais Non. Si. En fait, c'est She-Hulk parce que ils disent en fait que Jessica Gao, elle a écrit la série en production. Pendant le tournage, par contre, elle était plus là, mais ils l'ont fait revenir sur la post-production. Donc il y a un côté un peu showrunner quand même, tu vois, sur She-Hulk. Mais même là, c'est chaud. C'est chaud. Mais ok, du coup, She-Hulk était la série la plus avec. Elle ressemble quand même plus à une série dans le sens où un épisode c'est une histoire, tu vois. C'est pas un film découpé en 6. She-Hulk c'est pas ça, tu vois. C'est qu'on aime ou pas la série, quoi. Mais c'est. Oui, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, tu peux dire t'as l'épisode de Daredevil, t'as l'épisode du mariage, tu vois. Tu peux dire des trucs comme ça, tu vois. Oui, je pense que tu veux dire qu'il y a une progression dans le récit, quoi. Alors que des fois t'as des épisodes dans Secret Invasion, t'as l'impression que tu fais du surplace et tu comprends pas trop pourquoi c'est placé là à ce moment-là. Ouais. C'est très étrange, oui. Je vois moi, j'ai surtout l'impression de voir des films, surtout surtout les formats 6 épisodes. Oui. J'ai vraiment l'impression de voir un film découpé en 6, quoi. Alors que, She-Hulk, je le sens pas comme ça. Et peut-être Wanda aussi, parce que Wanda, comme ça, s'inspire des séries. Ça reprend des sitcoms. Chaque épisode, c'est une parodie d'un sitcom. Bon, après, peut-être l'autre côté, tu sais, le côté terrestre avec le Sword et tout, là, on est peut-être plus dans un film Marvel, MCU, tu vois. Oui. Mais c'est peut-être les deux que je dirais vraiment qui ont une ADN quand même série.
mec avait une vision de ce qu'il voulait faire avant de Ouais. de faire, voilà, She-Hulk, bon, chacun pense ce qu'il veut, mais oui, je pense que a une identité propre et que c'est pas un découpage de film et que ça avait vraiment une idée de série, peu importe si on trouve que c'est bien ou pas. Et en parlant de Secret Invasion, on avait un des écrivains, du coup un des scénaristes de Mr. Robot, qui était une série qui était pas mal, je l'ai pas fini malheureusement parce que je sais pas, mais elle était super. Pareil. Qui s'appelle Kyle Bradstreet et qui a révélé qu'il a travaillé sur le script de Secret Invasion pendant 1 an, mais que Marvel l'a viré pour changer de direction. Ça fait mal. Ça fait mal de ouf. Et tu vires pas quand même un mec qui a fait Mr. Robot, ça va pas quoi. Surtout pour nous donner ce qu'on a eu après. Enfin. Ah mais je me suis rappelé à la fin, je me suis dit mais quand même, on a eu le trailer de Secret Invasion en septembre 2022. Ouais. Et c'est sorti en juin 2023. C'est pas normal. En fait, c'est vrai qu'il y a eu un gap entre les. Bah ouais. Mais c'était pas fait du Covid ou? Bah je pense pas. Hein. Après il y a eu il y a eu le changement Chapek-Iger. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Qui a... Après la date de sortie elle avait peut-être bougé, non? Oui, je pense qu'elle a bougé, mais ça fait quand même long. Oui, c'est vrai que c'est long. Ça fait pratiquement 10 mois. Sur le coup, j'étais en train de compter. Je me suis dit 6 plus 4, ça fait 10 mois. Parce que là, par exemple, il y a Echo qui sort en janvier, on n'a toujours pas le trailer, tu vois. Ouais. Bah après, là, je pense qu'ils sont dans un moment où ils sont en train de tout remettre en place, entre guillemets, chez Marvel. Ouais. Donc je pense qu'ils balancent pas des trailers au hasard comme ça, et ils veulent attendre de bien structurer leur agenda. Ouais, bah, justement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire chez Marvel? Ils sont en train de tout restructurer. Et en fait, ils sont en train de changer leur façon de travailler sur, notamment sur les séries dont on parlait. Donc, le fait que je critiquais, voilà, que ça faisait des films un peu divisés en 6 épisodes. Là, ils partiraient vraiment sur des séries à plusieurs saisons. Bah, moi, je pense que c'est la bonne chose à faire parce que j'ai l'impression qu'ils sortaient des séries, des mini-séries sorties du chapeau sur des personnages que tout le monde s'en foutait un peu. Bah, c'est ça. Tu sais, des séries un peu survolées sans vraiment qu'il y ait d'intérêt de développement. C'est juste, c'était un peu ce que Bob Chapek qui disait, là, on veut du contenu, là. C'est Iger qui disait ça, mais oui. Iger. Oui, c'est du relais de Bob. Mais non, c'était Chapek qui disait ça. Bah, Iger, celui qui est en place. Iger, c'est celui actuel, ouais. Ouais, mais c'était Chapek qui disait qu'il voulait du contenu sur Disney+, là. Ah oui, pardon, oui, ça, oui. Ouais, ça, je me souviens que c'était Bob Chapek qui disait, on veut balancer le maximum de contenu sur Disney+, et c'était un peu ça, quoi. Là, il y a des séries qui ont été tournées sur des personnages tertiaires, enfin, des personnages secondaires d'une série, quoi. Des trucs genre Echo, Agatha, des trucs comme ça, c'est, bon, après, peut-être, je dis pas qu'ils vont être mauvais ou quoi, mais juste l'idée de faire des spin-offs sur des personnages comme ça, juste en plus bazarder en 6 épisodes comme ça, sans rien développer, qui vont pas forcément revenir, c'est juste pour créer du contenu. Là, s'ils veulent faire un truc avec une ambition sur plusieurs saisons, peut-être qu'ils veulent développer un propos, ils vont vraiment développer des personnages sur plusieurs saisons au lieu de juste balancer 6 épisodes pendant 1 mois et demi, quoi. Après, Agatha, c'est du 9 épisodes, je crois. Donc c'est plus comme She-Hulk et Wanda, quoi. Mais Echo, enfin moi le pire pour moi c'est Echo, parce que Echo, ils l'ont annoncé avant qu'Hawkeye sorte. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu le personnage. Ouais. Ils ont dit, il va y avoir une série sur un perso secondaire. Une série qui arrive, et en vrai le perso, bah, il était pas ouf dans Hawkeye, quoi. Il y a personne qui se dit, tout le monde s'en fout, hein. En fait, c'est très bizarre de leur faire un truc sur ça. Et c'est la même pour Riri Williams, la Ironheart, où tu sais, elle est pas, encore si elle avait vraiment une place dans le Black Panther 2, tu sais, où elle est vraiment secondaire quoi dans le film, donc c'est très étrange. Bah, Ironheart, je comprends mieux mais pas parce que si je me base sur les comics, je comprends un peu mieux parce qu'Ironheart, c'est un perso qui a eu des comics récemment, c'était voilà, je crois que c'était ce qui s'appelait les All New, All Different. Et ça a lancé avec plein de persos comme ça, un peu, tu sais, racisés, tu sais, genre des Kamala Khan, ce genre de trucs. Je peux mieux comprendre Ironheart, mais moi c'est vraiment Echo que j'ai du mal à comprendre le truc, quoi. Plus Ironheart, elle a une armure et tout. Après, ce qu'il disait aussi, tu sais, c'est le côté, ils veulent arrêter de faire des séries, genre des séries limitées qui mèneraient à un film ou quoi. C'est vraiment, ça serait pour que la série, elle se contienne elle-même. Parce que là, bah, par exemple, Ironheart, on se dit, bah, ça va peut-être rejoindre Armor Wars, ce genre de truc, mais Secret Invasion aussi, hein. Tu voilà. Que ça va mener quelque chose de plus grand, même si apparemment ça va mener à rien du tout. Mais ouais, que ce soit des séries qui soient produites pas pour nourrir les films et qui ont leur propre vie, quoi. Ce serait bien. C'est ça. Et en parlant de séries, justement, il y a eu un livre qui est sorti en fait, qui s'appelle MCU The Reign of Marvel Studios, qui est écrit par plusieurs auteurs, dont
une qui s'appelle Joanna Robinson. Et donc, elle est passée dans un podcast qui s'appelle The Watch. Donc, Joanna Robinson, c'est une ancienne rédactrice de Vanity Fair. En fait, donc, en faisant son livre, là, elle a appris pas mal de choses. Et sur le coup, elle dit que Wonder Man serait peut-être annulé. Ouais, c'est ça. J'avais oublié, moi, ce truc Wonder Norman, mais apparemment, oui, la série serait annulée. Bah là, ça confirme tous les changements qu'ils veulent faire au niveau des séries. Et on en parlera plus tard avec Daredevil, là, juste après, Daredevil Born Again. Mais que des séries soit repartent à zéro, soit seront complètement changées, et qu'ils vont pouvoir supprimer, parce que peut-être, je sais pas quelles idées ils avaient derrière ce projet, mais s'ils l'ont annulé, c'est peut-être que ils avaient pas d'idée du tout dessus, je pense. Pour faire une bonne série. Peut-être Wonder Man, ça va peut-être justement subir le même sort dont on va parler de Daredevil, tu sais. C'est peut-être ça va peut-être changer, tu vois. Ils vont peut-être changer la série. Parce que ce qui est bizarre, c'est quand même ils avaient casté Yu Abdul-Mateen 2, ils ont casté des gens. Ils avaient commencé le tournage même, Wonder Man, juste avant la grève des... Ah ouais. Ouais. Mais par contre, le projet, il a jamais été annoncé officiellement, ça qui est un peu bizarre. Mais il y avait des photos de tournage de Ben Kingsley, tu sais, en son personnage de Travis. Ok, oui. Donc je sais pas, peut-être qu'ils vont l'annuler, peut-être qu'ils vont la transformer, tu vois. Je les vois plus la transformer que complètement l'annuler, tu vois. Mais on verra. Mais en tout cas, oui, il y a clairement une réorganisation qui est en train de s'opérer au sein de Marvel Studios. Bah ouais, une vraie réorganisation, parce que là, on a eu un coup de tonnerre qui est arrivé, c'est Daredevil Born Again, que la série la recommencerait, en tout cas au niveau de l'écriture, à zéro. Alors vraiment qu'ils ont viré tous les scénaristes, il me semble, et ils sont partis en chercher d'autres, il me semble. Et ils ont décidé de repartir, de rebooter un reboot. C'est ça qui me fait rire. C'est ça. C'est pour ça ils ont mis Daredevil Born Again. Ouais, voilà. Born Again. Parce que apparemment la série c'était trop un drame sur de justice, un drame sur les avocats et tout, et que ça ressemblait pas vraiment à la série Netflix. Donc, il y avait mes craintes qui étaient confirmées un peu sur le coup qui s'éloignait de la version Netflix, et je pense que ça aurait ressemblé plus à la version She-Hulk de Daredevil. Et on a même appris que Charlie Cox n'aurait pas mis son costume avant l'épisode 4. Alors ça, je sais pas dans quel monde ils se sont dit, on va attendre 4 épisodes. Bon, ok, il y en a 18, mais il va attendre 4 épisodes pour qu'il soit Daredevil. Là, franchement, c'est quand même abusé. Et donc, du coup, le show, il va pas sortir l'année prochaine comme prévu, quoi. Non, ça c'est mort. En fait, dans l'idée, ils voulaient surtout faire une série d'avocats où c'est beaucoup des affaires judiciaires, tout ça, un peu sérialisé. Genre, c'est Suits, tu vois. C'est genre les séries. Mais ce que je comprends pas, c'est que moi, la série de base Netflix, elle arrivait bien à faire les deux. Enfin, être une série de super-héros et en même temps une série d'avocats. Bon, ok, il y avait plus de super-héroïdes que d'avocats à certains moments, tu vois. Mais sur la première saison, il y avait un peu de ça, je trouve. Ouais, la première, mais la troisième, non, il n'y a pas du tout de ça. Oui, la troisième, c'est plus ça du tout. Et la deuxième, il y a le procès du Punisher, quoi. Ouais, il y a un procès sur 3-4 épisodes, tu vois. Il y a pas, là, ils voulaient vraiment faire un épisode, un procès, tu sais. Ouais, mais non, mais ça, franchement, j'ai pas envie de voir ça avec Daredevil. Enfin, je suis désolé, mais voir 4 épisodes de Daredevil qui résout des affaires et tout. Ouais. Ce qui est bien, c'est justement qu'il résout des affaires entre guillemets le jour et que la nuit, voilà, oui, c'est Daredevil, quoi. Enfin, je sais pas, c'est très étrange comme idée. Non, quoi. mais le faire que, après, d'un côté, je me dis que c'est bien qu'ils l'ont pas fait, parce que si on aurait commencé la série avec un épisode par semaine, et puis au bout des 3 épisodes, on n'avait toujours pas Daredevil, en fait, ta Twitter aurait été insupportable. Non, mais là, je pense que tout le monde aurait pété un câble. C'est bien beau tout ça, mais là, mais franchement, a raison, parce que oui. Enfin, c'est bête, quoi. Franchement, c'est bête. On regarde du super-héros quand même pour voir des costumes, enfin des mecs en costume. C'est ça, quoi. Ou des meufs. Bon, après, ils ont dit que là, ils avaient filmé pendant combien de mois la série? 2 mois, je crois que c'était à peu près. Moi, j'avais suivi un peu le tournage. Ouais. Je crois que c'est à peu près 2 mois. Ils avaient fait 4 épisodes en gros. Bon, ils ont tourné 2 mois et apparemment, ils vont pas tout enlever de ces 2 mois de tournage. Donc, ils vont reprendre certains éléments pour reformuler la série, mais voilà, quoi. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, mais ils comptent faire 2 saisons. Du coup, 2 saisons de Daredevil, donc ils misent bien dessus, à raison sûrement, parce que ça a l'air, c'est une des séries les plus attendues de Marvel. Ça avait cartonné sur Netflix. Ouais, pour moi, il faut pas qu'il se loupe sur Born Again. Et surtout que toi, t'adores Daredevil, il me semble. Ah oui, moi c'est un de mes héros préférés chez Marvel. Hein. Dès qu'il y a du Marvel qui sort en comics, je vais l'acheter. Ouais. Ouais, t'aimes bien les sous-Batman, quoi. Tout de suite. J'aime bien les deux. J'aime bien Batman et Dédé. Oula. Quoi? Non, Dédé, très bien. Bah oui, Dédé, c'est le logo. C'est le logo. En fait, je parlais tout à l'heure de Joanna Robinson, donc l'autrice
du livre le règne de Marvel Studios. Et en fait, on a eu quelques extraits du bouquin qui donnent un peu des infos intéressantes. Enfin, moi, je trouve, sur ce qui va se passer dans le MCU, sur le futur du MCU, en gros. Là, ça dit qu'en fait, Kevin Feige, il dit qu'il va se servir de Secret Wars comme un soft reboot. Ouais, bah ce serait bien parce que je pense que l'univers il arrive à un terme au bout d'un moment et que je pense qu'ils se sont rendus compte que pour une fois ils vont pas faire la même erreur qu'ils avaient fait en comics, c'est qu'ils vont faire des reboots et du coup ils vont relancer leur univers. Et bon après ça veut dire qu'on n'est pas fini de se taper des Marvel tous les ans. Ça parle en fait qui ferait revenir des personnages qu'on pensait ne revoir jamais. Par contre, je pense que c'est des personnages, tu vois, c'est genre Captain America, Iron Man, mais pas par Chris Evans et Robert Downey Jr., tu vois. Yes, Tom Cruise. Tom Yes, Cruise. Tom Cruise dans Secret Wars. Ben en vrai, tu sais, je me disais l'autre jour, là, que c'est vrai que quand j'étais gamin, bah en fait, ces persos-là, moi, je les connaissais pas, et en fait, c'est un peu l'équipe B de Marvel, Iron Man, Captain America, tout ça. Bah, dans les comics, ouais, ils sont moins connus que les X-Men ou les trucs comme ça. Hein. Bah, c'est ça, et en fait, moi, je pense qu'ils vont relancer vraiment autour des X-Men, en fait. Autour des X-Men, relancer les Avengers, et les 4 Fantastiques aussi, et qui vont faire un truc, enfin, ce sera peut-être les X-Men, tu sais, les leaders, tu vois, enfin, de la franchise, ou... Enfin, je sais pas trop, mais je vois bien un truc comme ça, tu vois. Ouais, bah ils vont balancer sur ça. Après il y a dans le rapport c'est pas rapport, c'est dans le livre qu'elle a fait. Il y a un truc qui était intéressant, je trouve, c'est qu'elle disait que qui comptait mettre certains personnages en avant. Après évidemment le départ des Cador à Iron Man et tout ça, et ils ont dit que c'était Chadwick Boseman, du coup T'Challa, Brie Larson en Captain Marvel et Benedict Cumberbatch, il me semble. En Doctor Strange. Alors pour le coup Doctor Strange, on le sent que quand même il a ce truc de leader et voilà quoi, qui sera le futur leader des Avengers et tout, et même on peut dire ce qu'on veut, Doctor Strange 2 il a quand même fait 950 millions. Enfin voilà, c'est quand même un personnage populaire, Benedict Cumberbatch et tout quoi. Problème T'Challa, bon, c'est que malheureusement Chadwick Boseman nous a quittés et du coup bah c'est un peu compliqué à ce niveau-là de reprendre le flambeau. Bon, en plus j'aime pas sa sœur comment elle s'appelle, Shuri. Je trouve qu'elle a peut beaucoup moins porter une équipe quoi, peut avoir moins ce truc de leaduse quoi. Bah tu la mettrais plus dans un truc Young Avengers que dans un truc Avengers, tu vois. Non mais ouais quoi, clairement. Hein. Et Brie Larson, bah le problème c'est moi son personnage, je peux le voir en liteuse, elle est très forte et tout là, sauf l'univers. Mais je crois que comme ils le disent dans le livre, ça a pas trop marché au niveau du public. Je sais qu'il y a un gros public qui l'aime bien, mais il y a un gros public qui l'aime pas quoi. Elle fédère pas entre guillemets. Puis elle s'est pris beaucoup de backlash complètement stupide l'actrice Brie Larson pour rien quoi, et voilà quoi. Et il parlait de Spider-Man aussi, que Spider-Man il misait beaucoup sur lui. On sait que Spider-Man il lui reste une trilogie techniquement, c'est sur ça qu'il se basait, c'est qu'il voulait faire une nouvelle trilogie avec Tom Holland là. Comme c'est éclate voilà. Mais du coup s'il y a un reboot est-ce qu'ils auront le temps de finir cette trilogie? Moi je me pose cette question. Ah oui c'est vrai, bah faut voir quand ça arrive Secret Wars quoi. Parce que parce que je pense que quand il y a Secret Wars qui arrivera en 2028, je dis ça mais voilà je sais pas quand, et qui reboot tout, est-ce qu'ils vont garder Tom Holland dans Spider-Man? Est-ce qu'ils vont repartir sur un autre Spider-Man? Je pense que là, ils ont une fenêtre avec Miles Morales. Je pense que la trilogie, je sais pas s'ils vont avoir le temps de la finir. Ou alors, ils vont peut-être tourner le 5 et le 6 en même temps, tu sais, ou un truc comme ça, je sais pas. Après, les Spider-Man, ça sort assez vite, en vrai. Quand c'était entre Homecoming, Far From Home et No Way Home, il y a pas tellement, il y a 2 ans, je crois, à chaque film, tu sais. Ouais, bah après, ils peuvent partir sur ça, tu vois. Mais bon, je veux dire, Secret Wars, bon, il va sûrement être décalé, mais il est quand même daté à 2027, quoi. Le prochain film Spider-Man. Tu peux en faire 2, je pense. Tu peux en mettre un entre les 2 Avengers, par exemple. Ouais, mais même, parce que alors le prochain Spider-Man, je pense pas qu'il sortira l'année prochaine. Ça me semble compliqué parce qu'il y a pas de date, peut-être qu'il y a une date de tournage qu'on sait pas, mais en tout cas, le film, il va pas rentrer en tournage là. Je pense qu'il sortira en 2025. Si le truc sort en 2027, ça va être tendu pour faire une trilogie. Donc, de toute façon, je pense que Secret Wars va se décaler. Et ouais. Bon, peut-être, de toute façon, peut-être qu'ils feront pas de trilogie au final, ils font peut-être que 2 films. Ouais, 2 films, ouais. Peut-être le 3e film, ce sera avec Miles Morales, j'en sais rien, je sais pas. Ouais, un genre de passage de flambeau. Ouais, mais après, ils vont reboot. Donc, de toute façon, autant finir juste avec Tom Holland, mais... Ouais, c'est vrai que ça, j'avais pas pensé, mais ouais, je sais pas trop ce qu'ils vont faire sur Spider-Man, mais ouais. Puis ils disent que là, c'est compliqué, parce qu'en fait, ils aimeraient bien avoir
un peu un visage, tu sais, qui représente la franchise et tout, mais il trouve que Tom Holland c'est compliqué avec le côté Sony et Marvel, quoi. Enfin, avec les guerres de contrats, tout ça, là, les négociations, ça fout toujours la merde. Je pense que Feige, moi, il aimerait bien avoir tout, tu vois, et en mode, c'est bon, personne me fait chier, quoi. Mais là, parce que même, tu sais, c'est aussi dans le livre le fait que il voulait Kraven à la base, et qu'en fait, ils ont pas eu le droit d'utiliser Kraven parce que c'est ça. Sur No Way Home, c'était Kraven John Watts, c'est lui, je crois, qui voulait Kraven. Il en avait parlé en interview qu'il aimerait bien Kraven. Et ils étaient un peu partis sur ça, sauf que Sony a fait, on veut Aaron Taylor Johnson avec des peaux de lion sur le dos. Donc non, vous allez pas faire ça. Bon, après, ils auraient pu faire autre chose que No Way Home, hein. Mais oui, du coup, voilà. Donc là, ça fout la merde. Ouais, entre Chadwick, Brie Larson et Tom Holland, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que Cumberbatch pourrait être un peu la figure du MCU actuel, quoi. Mais ouais, mais après, je pense que là, de toute façon, ils vont faire du rétropédalage. Ouais, Captain Marvel, elle a pas son film à elle, c'est de Marvel, c'est quoi, déjà un truc de groupe. Donc je pense qu'ils ont même plus confiance en son aura, et je crois que Brie Larson, elle a même un peu dégoûté vis-à-vis de ça, mais légitimement, hein, mais voilà, quoi. Et surtout, il y a plein de rumeurs sur Secret Wars des personnages qui reviendraient. Oui, c'est de Marvel des années 2000, enfin oui, tout ce qu'on a eu. Donc je pense que les côtés leaders, tout ça, ça va vite être mis de côté, hein. Je pense, pour le coup. Ouais, y a moyen. Après, faudrait quand même, quand on filme Avengers, c'était un peu l'acteur qui fasse venir les gens. En vrai, c'est Cumberbatch, je dirais quand même, hein. Puis après, s'il ramène, comme No Way Home, quoi. S'il ramène des vieux, oui, ça peut. Je ramène Hugh Jackman et tout, oui, ça va cartonner. Après, les Avengers, ça va cartonner, ça, j'en doute absolument pas. Ouais. Pour le coup, mais ouais. Je sais pas quelle direction ils vont prendre. Est-ce que t'as des petites infos Marvel qui te restent, Ista, là, dans le grenier? Ouais, juste pour qu'on m'en parle des acteurs, il y a aussi par rapport à Bruce Banner. Ouais. Donc Mark Ruffalo, lui, c'est un peu différent en fait. Donc Kevin Feige, il sait que la situation avec les droits de Hulk, ça a toujours Hulk, ça a toujours été un perso secondaire dans le MCU. Ils seraient en train de mettre des trucs en place pour qu'il ait son film Hulk en perso principal et tout, avec She-Hulk et le prochain Captain America qui arrive là. Ok, écoute, enfin un film Hulk, ce serait temps, mais bon, le personnage, je crois qu'il est tellement descendu dans l'estime des gens que... Oui, après ça c'est pas un problème, ils peuvent le rendre brutal, je sais pas, tu sais, ils peuvent trouver une astuce, je pense. De toute façon, il faut qu'il redore un peu son image, donc on verra comment ils font, mais moi en tout cas, le perso Hulk qui m'intéresse depuis Avengers Infinity War, il m'intéresse plus du tout. Ouais, mais je pense que les Rousseau, en plus, ils s'en foutaient un peu de ce perso. Enfin, oui. Je sais pas si c'est les Rousseau ou les scénaristes, tu sais, mais ils savaient pas trop quoi faire avec. Après, c'est ça aussi le problème des persos qui sont un peu trop puissants aussi, ou des trucs comme ça, c'est que bon, tu te retrouves, c'est un peu chaud. Genre, si t'as le Hulk, le vrai Hulk, et là, au début de Infinity War, le Hulk des comics, je pense que Thanos, il fait pas le fier non plus devant, quoi. Enfin, Thanos, je sais qu'il est fort, mais ce que tu le vois qui se fait défoncer en 1 minute, le Hulk, je pense quand même que Hulk des comics est quand même un peu plus résistant que ça, quoi. Thanos. Après, là, Thanos, il a quelques pierres au début du oui, mais il les utilise pas, hein. Sur Hulk, il les bat juste en 1v1 en coup de poing, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, c'était pour dire, dans un sens, c'était plutôt bien fait, tu sais, ça montre qu'il est puissant, et puis voilà, ça te lance. Non, mais c'est bien parce que ça augmente la puissance de Thanos, mais pour le personnage de Hulk, malheureusement, ça le diminue, en fait. Enfin, du coup, Hulk, il est plus... Ouais. En plus, il se cache tout le film. Enfin, c'est un truc, une idée c'est aussi ça, horrible. Il est même pas vraiment dans la bataille finale et tout, c'est dommage, quoi. C'est juste Bruce Banner dans la Buster, quoi. Pas ouf. Mais il mériterait mieux, c'est un personnage qui mériterait mieux. Et sur le coup aussi, encore par rapport à... Là, c'était au panel, sur le coup par rapport à ce livre. Là, donc Joanna Robinson, là, elle a révélé que l'obtention des notes certifiées de fraîches, tu sais, sur Rotten Tomatoes, c'était très important pour Kevin Feige. Ils espèrent qu'il affichera toujours ses trophées malgré les récents échecs critiques. Robinson note que Feige prend les critiques très au sérieux, y compris les commentaires faisant pression contre le manque de liberté créative du MCU. Et cela affectera probablement les choix en coulisses à l'avenir. Donc lui, il regarde beaucoup les critiques, les Rotten Tomatoes, tout ça. Ah, mais c'est pour ça que du coup il y avait pas de changement au niveau de Marvel, c'est qu'en fait à chaque fois qu'ils avaient des 90 plus à chaque fois certifié fraîche, et du coup il dit si, c'est bien, ils sont bien mes films. Du coup, No Way Home, il est super bien noté. À la phase 4, ça l'a un peu, je pense un peu je pense que Eternals déjà lui faire mal, tu vois. Je crois que Black Widow c'était pas fou, Eternals non plus.
Thor 4, c'était pas foufou. Ouais, Thor 4. Et Ant-Man aussi, c'était l'enfer. Donc ouais, je pense que ça a mis un petit coup. Ouais. Et les séries, c'est la même chose. Hein. Ouais. Bah, c'est surtout Ant-Man, j'ai l'impression qu'il les a vraiment, il y a vraiment eu un déclic avec Ant-Man 3. Parce que eux, ils se sont dit, ce qui est dit dans le livre, c'est qu'ils se sont dit qu'ils avaient un banger, quoi. Ils avaient ils avaient une masterpiece, ils étaient en mode, putain, notre film, il est génial et tout. Et en fait, après, ils ont fait les critiques, ils ont pas compris. Et bah, voilà. Ils ont compris, je pense. Bah, échec critique, échec box-office, enfin là, ils se sont fait, ouais, ça a mis un coup à Marvel, parce qu'ils étaient sur une lancée assez bonne et ça les a pareil cassés. Avec Secret Invasion, qui est la série la moins bien notée de tous les séries Marvel Disney+. Donc, ouais. Et il reste une petite news, c'est par rapport à Deadpool 3. Et bah, Deadpool 3, bah, ils comptent toujours le sortir en mai de l'année prochaine. Ouais, bah écoute, apparemment, ils estiment que les reshoots seront pas... Enfin, en tout cas, ça va pas prendre autant de temps de faire les reshoots, de faire la post-prod jusqu'à 3 mai 2024. Mais bon, je sais pas, quand les studios de VFX seront en grève, ils seront dans la merde, mais ouais, bah écoute, moi je suis toujours pas excité par ce projet et cette annonce ne m'excite encore pas. Ouais, moi j'ai envie de le voir, moi ça peut me faire rire. Je suis pas quelqu'un de compliqué. Ça sur le coup. Ouais, bah écoute, on verra s'il est au moins meilleur que le 2. Ouais, le 2 j'avais pas trop aimé non plus, je t'avoue. Et bon bah c'est fini pour cette semaine. Est-ce que on n'attaquerait pas les sorties de la semaine, Chérista? Eh bien si, on passe maintenant aux sorties de la semaine. Jingle, non. Pas de jingle pour les sorties de la semaine. Ah merde. Alors, on va parler de la première sortie de la semaine, la sortie cinéma, tant attendue par à peu près 3 personnes au fond d'une cave. C'est donc nous deux et la fille de Stallone. c'est ça, quoi, la nouvelle super production bourrée de testostérone, d'action, Expendables 4. Let's fly, baby! Come on, bring it! Now that's what I'm talking about. Is that the biggest one you've got? Oh, it's way bigger than that. Alors, Expendables 4, donc la saga Expendables qui revient après 3 opus que j'avais aimé, pas aimé. J'ai le premier Expendables qui était sorti à plus de 10 ans, je crois qu'il est sorti en genre 2010, un truc comme ça. C'est un genre de petits bonbons de films d'action où t'as tous les héros des années 80, 90, voilà, tout le monde était content. Expendables 2, mais c'est tout ce que les gens voulaient voir. Expendables 2, là ils mettent le paquet sur le casting, il y a absolument tout le monde, tous nos héros des années 80 là qui sont là, et avec Jean-Claude Van Damme en méchant. Voilà, Jean-Claude Van Damme en méchant, c'est forcément là, moi je suis content. Expendables 3, il y avait un petit problème niveau Expendables 3, c'est que ils avaient essayé de fusionner genre les vieux et avec une jeune génération, et ça avait pas trop plu à l'époque, et en plus il était PG-13, donc ça aidait rien à la production de ce film, et il a été bâché. Enfin ouais, le film il est pas bon, c'est pas violent, et en même temps t'as des jeunes, t'en as rien à foutre à l'écran, quoi. Et donc là ils reviennent avec Expendables 4 qui a coûté 100 millions et qui est déjà dispo en digital quelques jours après la sortie cinéma en France, parce qu'elle est sortie il y a 1 mois aux USA. Donc le film fait un énorme flop, et il est réalisé par le mec qui a fait Need for Speed. Je sais pas si t'as vu Need for Speed. Ah non, j'ai pas vu, mais j'ai pas vu que c'était ce réalisateur-là. Bah c'est lui qui a fait Need for Speed, et j'aimais bien Need for Speed. Enfin j'aimais bien. Je l'ai vu une fois il y a 10 ans. Je saurais pas te dire s'il est bien, mais j'avais pas détesté Need for Speed. Mais c'est celui qui a fait très récemment un film Netflix avec John Cena et Jackie Chan, je crois, qui s'appelle Hide and Strike. Et je sais pas si tu avais vu, le film il a l'air horrible. Tu sais, c'était un film d'action Netflix où tous les fonds verts avaient l'air horribles. Ouais. Enfin, ça avait l'air d'être l'enfer. Et donc là, on se retrouve devant Expendables 4, et quelle est ma réaction devant le film? Le film, bon, c'est pas une surprise, le film est pas bon, on va pas se mentir, mais c'est pas une surprise, tout le monde l'avait défoncé, personne n'était allé le voir à cause de ça, parce que personne l'attendait, mais en même temps, je crois que sur Rotten Tomatoes, il était des notes horribles. Et en fait, le film, c'est une publicité mensongère. Déjà. Parce qu'à la base, le film, c'était un spin-off de Expendables, c'était pas
un Expendables 4, c'est un spin-off sur le personnage de Christmas, donc le personnage de Jason Statham. Et en fait, Stallone, il est présent dans le film 20 minutes, quoi. Et on essaie de te vendre comme un Expendables 4, alors que c'est tout le film. C'est Jason Statham, quoi, qui est le héros et dans le film, quoi. Et donc bon, on va attaquer les problèmes. Le premier problème, c'est comme dans le film Expendables 3, la moitié du casting, c'est pas des Expendables, quoi. La moitié du casting, c'est pas des stars des films d'action. Mais il y a 50 Cent, Andy Garcia. Enfin, ces mecs-là, c'est pas des stars de films. Je les aime bien, hein, mais c'est pas des stars de films d'action. Et après, il y a des jeunes. Donc, on te met, il y a une fille, un Mexicain, que je sais pas, je sais pas d'où ils sortent. Et t'as Megan Fox, qui est censée être en plus la leaduse du groupe, quoi. Tu te dis, mais personne n'y croit. Genre, Megan Fox, elle a une trentaine d'années, elle est avec des mecs de 60 ans, et ils te font croire qu'elle est super forte, qu'elle est la leaduse du groupe, mais enfin, ça marche pas du tout, quoi. Et tous les personnages, ils sont nuls, quoi. Et en plus, c'est même pas genre ils ont essayé de faire un effort dessus. Les personnages, ils existent pas, quoi. Dans le film, il y a que Jason Statham qui brille et les autres. Ils ont même pas de moment de action cool, quoi. Le personnage de Megan Fox, à aucun moment il a un moment de gloire, quoi. En plus, son personnage Megan Fox, il est mais hyper caricatural avec sa relation en plus avec Jason Statham qui a genre 30 ans de plus qu'elle. C'est trop bizarre déjà. Enfin, c'est des trucs que tu fais plus ça, normalement, mais bon bref. Et tout le monde sert à rien, quoi. Et ça joue mal. Oh là là, Dolph Lundgren, 50 Cent et tout, là c'est l'horreur, quoi. Ils ont des one-liners là qu'ils essaient de faire et tout, mais ça marche à aucun moment. Ils ont des punchlines, mais ça marche pas, je suis d'accord. Et Andy Garcia, qu'est-ce qu'ils ont fait Andy Garcia, le pauvre Andy Garcia? Moi je l'aime bien, il était dans les Oceans et tout, et genre là il est en roue libre, quoi. On va pas spoiler, mais il a une certaine importance, son personnage, dans le récit. De toute façon, je spoiler de quoi tu vois le truc arriver. Mais voilà, quoi. Genre, il a une certaine importance. Et il cabotine, mais comme jamais, quoi. Il y a rien, il y a pas d'alchimie entre les personnages. Les révélations, ils sont ridicules, mais toutes, hein. Il y a une révélation, vis-à-vis d'un certain personnage qui est, mais encore plus ridicule que celle sur le méchant du film, quoi, entre guillemets. Il y a des incohérences à la fin. Enfin, c'est un festival, quoi. Mais bon, encore tu te dis, le film est mal écrit, les personnages n'existent pas, au moins l'action comment elle est. Bon, un truc positif dans le film, il y a pas de PG-13, il y a des trucs un peu violents, il y a du sang. Il y a des têtes qui explosent, ouais. Voilà. Là, même bon, c'est du sang numérique dégueulasse, mais allez, pourquoi pas, tu vois. Alors, moi, il y a une règle que je déteste dans les films d'action américains. C'est quand la caméra, elle est déjà tremblotante et que tu ne fais des cuts dans tous les sens, on ne comprend rien. Et ça m'énerve, quoi. Tu sais, ils essaient de mettre, c'est la méthode Rousseau, quoi, de Joe et Anthony Rousseau que j'aime pas. C'est que, en fait, ils sont en shaky cam et en même temps, ils te cut et ça donne un genre de dynamisme, mais surtout, ça te donne mal à la tête. Enfin, pour moi, ça me donne mal à la tête et je ne comprends plus, où se passe l'action, quoi. Il y a aucun moment fort dans les combats, tout est plat. Il y a pas de montée en puissance, tu sais, genre, il y a un des méchants, c'est un des personnages de films d'action récents, je crois que c'est le mec de The Raid. Oui. J'ai pas vu les 2 raids, mais c'est un mec, voilà, quoi. Et en fait, il y a aucun moment satisfaisant à la fin dans son combat, quoi, contre lui. Tu sais, il y a pas de montée en puissance. De toute façon, il y a même pas de moment où il galère, Statham, tu vois. il dézingue tout le monde, quoi. Et ouais, quoi, il y a aucun suspense, il y a rien. Le personnage de Tony Jaa aussi, il est cool un peu, tu vois, il a son couteau et tout, mais c'est jamais vraiment exploité. C'est compliqué, quoi. Et donc tu allies le fait que t'as des fonds verts, des incrustations horribles sur des plans sur certains comédiens, les décors c'est nul, enfin tout se passe. Je crois que c'est un aéroport pendant les 30 premières minutes. C'est même pas un aéroport, je sais même pas ce que c'est, quoi. Un genre d'hangar à avion, quoi. Et tout le reste du film, c'est dans un navire, un sport de huis clos, quoi. C'est zéro, quoi. C'est vraiment zéro. Il y a le bar, il y a 4 décors en tout, je pense. Il y a 4 décors, voilà. En plus, ces décors où on enferme les personnages, 100 millions de budget, tu les vois, mais à aucun moment, quoi. Et, je vais te laisser parler, mais la musique aussi est horrible. C'est un moment, j'ai capté, je fais aller nul à chier. Voilà, quoi. J'ai assez craché mon sel, mais voilà, quoi. C'est un film sur tous les niveaux, qui est raté. Non, mais on est d'accord que c'est nul et que, clairement, les personnages, ils existent pas. À part, moi, je trouve que le duo Statham-Stallone, il fonctionne un peu, qu'il est un peu sympa, un peu marrant, mais en fait, il disparaît assez vite du film. En fait, au bout de
de 20-30 minutes, t'as plus Stallone dans l'équation. Et à partir de là, bah, ça devient compliqué. Parce qu'en plus, après Statham, il est pas vraiment avec les nouveaux personnages pendant pratiquement tout le film. Donc en vrai, il n'y a pas de relation créée, il n'y a pas d'arc de personnage. En vrai, c'est très plat, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et... Ils essaient de te faire un truc avec lui et sa copine, quoi, Megan Fox. Oui, avec Megan Fox. Mais c'est tellement caricatural et c'est tellement vide que, ouais, on s'en fout, quoi. Mais je crois qu'il y a une scène qui t'a fait rire, quand même. Toi, tu m'avais dit dans le film. La scène qui m'a fait... Putain, c'est quoi la scène qui m'a fait rire? Tu m'as dit la scène avec l'influenceur. Ah oui, il y a une scène à un moment où Statham fait le garde du corps pour un influenceur là dans un bar piscine et ça m'a fait un peu marrer. Sur le coup, ça m'a fait un peu marrer parce que je m'y attendais pas en fait. Je pensais un peu le côté surprise, tu sais. Oui. Je m'attendais pas à voir ça dans ce film-là, oui. Voilà, c'est ça. T'as l'impression d'un coup ça part en comédie quoi. Mais ouais, c'est ça, ouais. C'est le meilleur décor du film, c'est une piscine avec des influenceurs. c'est vraiment bizarre, quoi. Comme film, mais même comme projet, je crois. Personne l'attendait, ce film. Ben non. Tout le monde s'en fout, hein. Je crois que tout le monde s'en fout complètement, quoi. Alors qu'en vrai, ça avait quand même bien marché. Et puis, on a perdu tout le concept, en fait, de base de la franchise, qui était comme t'as dit, de ramener les stars d'action des années 80-90. Moi, je me dis, tu vois, ce qu'ils auraient pu faire, c'est ramener, je sais pas, les stars d'action des années 2000. Bah, c'est ça que moi, j'aurais voulu voir. Ramener Keanu Reeves, ou je sais pas, tu vois. Enfin... Ouais, là, ça aurait coûté. Mais genre, ouais, moi, mais... ce que j'aurais voulu voir, et ce que je pensais, c'est qu'ils allaient mettre des Expendables et qu'ils allaient ramener comme tu dis, des jeunes stars de films d'action d'aujourd'hui, quoi. Des 20 dernières années, tu vois. Moi, je pensais à Keanu Reeves parce que voilà, dans les années 90, c'était Matrix, fin 90, 2000, tu vois. Enfin, un peu toute cette période-là, voilà. Ouais, voilà, ou je sais pas, j'ai pas de stars d'action des années, j'en avais des exemples, mais j'ai oublié, là, comme par hasard. Là, il y a Statham, c'est bon, il est là. Sur le coup. Oui, mais même après Statham, quoi, tu vois, des jeunes, je sais pas, Aaron Taylor Johnson, tu vois, par exemple, des trucs comme ça, Après, le truc, c'est que les films d'action de l'époque, c'est plus les trucs, maintenant, c'est les films de super-héros qui sont maintenant, là, quoi. Donc, c'est plus vraiment ça, mais ils auraient pu jouer là-dessus aussi, tu vois. Bah, tu peux prendre les castings de films de super-héros, ouais. Enfin, c'est techniquement des films d'action, tu vois. Mais Chris Evans, je sais pas. Enfin... Ouais, de Chris Hemsworth, Chris Evans, il a fait aussi des films d'action, voilà, la Ghosted, le truc sur des frères Rousseau sur Disney+, voilà, tu prends des mecs comme ça, quoi. C'est horrible. Ou même un Hugh Jackman, tu vois. Oui, par exemple, ouais. Mais non, on se tape des jeunes qu'on connaît pas, et Megan Fox. Après, techniquement, Megan Fox, elle a fait une trilogie d'action, puis ça l'a fait Tortue Ninja, quoi. Mais c'est pas, mais tu vois, si au pire tu ramènes des femmes, parce que s'il y a jamais de femmes dans Expendables, tu sais, c'est toujours, c'est que de toute façon, c'est des gros bras des années 80. Depuis le 3, dans le 3, je crois qu'il y en avait une. Mais tu ramènes Michelle Yeoh. Tu vois, Michelle Yeoh, elle a fait de Tigre et Dragon, elle a fait des trucs comme ça, tu vois, tu ramènes des... Bah, de toute façon, Everybody Everywhere All at Once, il y a des scènes de combat avec Michelle Yeoh. Ouais, mais c'est ça, quoi. Mais comment elle s'appelle, celle dans Matrix, l'actrice Carrie Ann Moss, ou des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de trucs, et Keanu Reeves, enfin bref, ils auraient pu faire tellement de trucs. Il y avait mieux à faire avec le concept là. Ouais, je sais même pas, le Mexicain, là, c'est qui? Je sais pas, il sort d'où, lui? Alors, c'est Jacob Scipio, qui avait joué dans Bad Boys 3. Ok, un talent en or massif, ouais, mais il est pas connu, ce mec-là, genre... Ah, putain, il était dans Bad Girl, là, pardon. Bref, c'est compliqué, quoi. Et ouais. Ouais, non, c'est compliqué. Et même, il y en a plein qu'on part rempilés, Terry Crews et des trucs comme ça. Oui, ils sont pas revenus, ouais, effectivement. Il y en a beaucoup qui sont pas revenus. Ouais, on n'a pas vu Schwarzy, on n'a pas vu... Bah, après Bruce Willis, c'est compliqué, mais... Schwarzy, il me semble qu'il est dans les 2 premiers, Schwarzy, il me semble. C'est ça, ouais. Mais après, il y en a plein qui n'ont pas voulu revenir dans le 3, parce que ils sentaient que c'était... Voilà, quoi. Il y avait Harrison Ford même dans le 3. Ouais. Bon, en vrai, le 2, c'était la promesse ultime, et puis voilà, quoi. Oui, après, enfin, voilà, quoi, ils avaient fait Après, ils auraient pu refaire la même chose, tu vois. Là, ils ont vraiment fait pire. Enfin, c'est le pire du cinéma, de ce qu'on peut faire en cinéma d'action, quoi. C'est un film, ça, c'est les direct ou DVD et encore, quoi. Tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça, quoi. Mais quoi, 50 Cent, quoi. C'est ça? 50 Cent. Il y a même un moment, il y a sa musique. Oui, mais j'allais dire. Non, mais ça, j'allais dire. Vas-y, t'écris. J'étais en mode, non, mais le méta, des fois, c'est vraiment, utilisé comme ça, c'est vraiment pas bon, quoi. Mais est-ce que tu penses que c'est un producteur ou genre, est-ce que c'est 50 Cent qui s'est dit, ouais, jouer ma musique, là, ça peut être bien. Tu vois, il y a moyen que ce soit 50 Cent, il y a moyen que ce soit 50 Cent. Oh là là, c'est un nul. Mais j'avoue que ça m'a fait rire de nullité, ce moment-là. Oui, il y a un côté un peu, de nana, encore.
Enfin bref, voilà, n'allez pas voir ce film. Après, il est disponible, enfin, de toute façon, il est disponible déjà en digital, tellement il croyait pas en ce film, le film il fait un flop, voilà quoi. C'est mérité. Et on va passer à la suite, Ista. Ouais, on va parler de Loki. Make the hard choice. It's him. You better run! War is on its way. Come on, you're the god of mischief. Always have been. Always will be. A little over the top, don't you think? I thought it was spot on. Donc sur le coup, on avait fini l'épisode avec... c'était là, on voyait la TVA qui allait chercher Sylvie, en tout cas qui passait par des portails un peu bizarres. Loki, il était où à la fin de l'épisode dernier? Je sais plus, sur le côté... Ah oui, il avait été lagué dans le temps. Ouais, en fait, on l'avait sorti de son problème, là, où il se faisait trimballer du passé au futur. Et donc là, l'épisode, il répond pas direct après, il a l'air d'avoir une ellipse. Et on retrouve, en fait, le personnage de X5 qui était dans le premier épisode, et qui là est devenu une star de cinéma. Et en fait, on commence avec Mobius et Loki qui veulent l'arrêter. On sait pas trop pourquoi. Et voilà, sur le coup. Et ça donne un début, moi je trouvais un peu confus quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... J'ai vu que ça avait dérangé pas mal de personnes, mais c'est vrai que ça, peut-être t'as l'impression qu'il manque une scène où, parce qu'ils ils vont direct dans un passé, quoi. Bah, c'est même pas ça, c'est que X5 avant, il avait l'habit de la TVA, il avait les gants avec écrit X5 et tout, et puis là, d'un coup, c'est une star de cinéma, genre, c'est très bizarre. Ça, moi, je l'ai compris dans le sens où, de toute façon, s'il est allé dans un endroit dans le temps, il a pu avoir le temps de devenir une star, en fait, de cinéma, en fait, au moment où ils arrivent, quoi. Mais après, quand tu regardes les deux épisodes back to back, je pense que tu t'es un peu perdu, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un peu confus, je trouve. En fait, il cherche X5 pour savoir où est Sylvie, en fait. C'est ça, en fait, l'histoire de l'épisode, c'est il cherche Sylvie. Et du coup, toi, comment t'as trouvé cet épisode? Bah, je l'ai trouvé bien, dans le sens où ça joue bien, il y a des bonnes scènes. Je trouve que les histoires par rapport au temps, j'ai l'impression qu'ils compliquent le truc de ouf, et des fois, j'ai du mal à tout comprendre, tu vois. Je sais pas si c'est que moi, mais c'est surtout Obi. Bah, dans le premier épisode, c'est la même chose. Ouais, c'est pareil, ouais. Dès qu'il parle à Obi, j'ai du mal à suivre, en fait. J'ai beaucoup de mal à suivre. Ouais, pareil, à chaque fois, soit je me retape l'explication, tu sais, je reviens en arrière, je dis, mais attends, j'ai pas compris. Soit je laisse le truc passer et je me dis, bon, c'est pas grave, ça doit pas être important. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont trouvé assez vite le problème, la personne qui va faire un truc pas bien, quoi. De Brad, tu parles, ou de la fin? La fin, la toute fin. Oui, j'ai oublié son nom, mais oui, l'antagoniste de l'épisode, là, qui cherche, qui efface toutes les timelines. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, je sais pas, c'était bizarre. Bah, le rythme, il est bizarre de l'épisode, un peu... Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'il est un peu trop long, mais en même temps qu'il est qu'il va trop vite, en fait, oui. Cet épisode. Il y a un peu ce sentiment-là, où genre, ça tourne un peu en rond, tu sais, genre, il y a une super scène de début, j'aime beaucoup la course-poursuite, je sais pas pour toi, ouais. là, où parce que tu sais, ça nous remet un peu un Loki assez puissant, stylé, parce que, tu sais, là, il est un peu baladé, il peut pas utiliser ses pouvoirs, forcément, dans le TVA. Donc, on oublie un peu le pouvoir de Loki. Je trouve qu'il là, il les utilisait super bien, quoi, les illusions et tout, là. Ouais, avec les ombres et tout, c'est super stylé. C'est super stylé. Et le mec qui croit qu'il se fait attaquer dans une foule, mais en fait, il est pas attaqué dans une foule, et enfin, ça marche super bien, je trouve, cette course-poursuite, quoi. Ah, de ouf. Et ça le met, même cet épisode, je trouve, pour Loki, il est bien, parce que ça le remet au niveau d'anti-héros, quoi. Parce que c'était, voilà, bon, c'est plus l'anti-héros qu'il était, enfin, il est plus méchant, voilà, on le sait depuis la saison 1, tu vois. Mais là, on retrouve un peu de sa noirceur et un peu de son caractère un peu plus colérique. C'est ça, il fait un peu flipper, en vrai, des fois. Quand il utilise les ombres, tout ça, il a un côté un peu, enfin, moi, je sais qu'il me ferait flipper dans la vraie vie, quoi. Il a toujours son côté intimidant, en plus, il a la classe, quoi. Tom Hiddleston, il a une prestance, voilà, quoi. Quand tu le vois arriver. Mais voilà, pour revenir au sujet, c'est que ça tourne un peu en rond, quoi. Comme cette discussion autour de la tarte. Tu vois. Ouais. Tu sais, on a l'impression que l'enjeu et la menace, elles se font un peu attendre, quoi, dans cette série. Faut faire attention parce que là, on est à l'épisode 2. Le prochain épisode, c'est la mi-saison. Il y a que 6 épisodes. Où est Kang?
Wekong. Ah, ça, je pense qu'on va le voir la semaine prochaine. J'espère, parce que là, pour le coup, là, on a des... Enfin, le méchant de cet épisode, par exemple, l'antagoniste la femme qui se fait, j'ai oublié son nom, qui se fait arrêter à la fin, c'est tellement pas elle qui est le centre de cet épisode, tu vois. Bah, c'est ça, c'est très bizarre. On est avec Brad, on a l'interrogatoire et tout, et à la fin, boum, même on retrouve Sylvie, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a d'autres personnages et tout, et là, à la fin, boum, on a une scène, un climax où on ressent pas vraiment les enjeux. Enfin, elle est censée retirer des timelines et tout, mais je le ressens pas, quoi. Le poids des choses dans ce climax, où il y a Oui, parce que là, on parle quand même de génocide, hein, des milliards de morts. Et on le ressent pas, quoi. Enfin, les personnes qui font, oh mon Dieu, c'est terrible, mais c'est tellement amené d'une façon balancé comme ça en climax, quoi. Et voilà, quoi, tout va trop vite dans cet épisode. C'est un peu dommage, je trouve. Même si attends, là on a l'impression que je défonce le truc. Ça reste un épisode sympathique, tu vois. Je trouve, c'est pas, il y a des qualités. C'est pas mauvais, hein. Ouais, c'est pas mauvais. Mais t'en penses quoi, toi, du perso de Brad, par exemple, de l'interrogatoire, tout ça? Ah, l'interrogatoire, moi, je trouvais ça génial. Je Ouais. trouvais ça génial, moi. Tom Hiddleston, il est génial dans cette scène. Je trouve d'interrogatoire où il le met dans la boîte là et qui réduit la boîte et tout. Quand je disais qu'il fait flipper, bah là, tu vois, il joue le méchant et il le fait bien, quoi. Ouais, parce que tu sens qu'il utilise quand même son côté machiavélique et malice, parce que je crois que c'est le dieu de la malice, il me semble. Voilà, pour faire entre guillemets le bien, parce il fait pas ça dans un but. Je pense pas qu'il allait le tuer dans tous les cas, le gars, mais en tout cas il utilise son faux mauvais pour faire avancer les choses, quoi. Donc ça montre que c'est pas Loki tout blanc non plus, quoi. Plus un méchant, mais c'est pas non plus un vrai héros, quoi. Ouais, voilà, il peut utiliser des trucs assez effrayants, des techniques pas très conventionnelles pour des héros pour arriver à des fins positives, quoi. Moi, ce que je trouve rien après de la série, c'est le truc qui, je trouve, accroche bien, c'est le duo Mobius-Loki, hein, sur le coup. Les deux, ensemble, ils sont super, hein. C'est... Ouais, bah les deux, en plus ils ont déjà travaillé ensemble, il me semble, Tom Hiddleston et Owen Wilson, sur un film de Woody Allen, Minuit à Paris, Ah ouais, il me semble, ouais. Ah, ok, ouais, ça, je crois que ça avait bien marché entre eux et qu'ils s'entendaient bien, et ça se sent, tu vois, qu'ils s'aiment bien les deux et qu'ils sont cool, tu vois. Ouais. Mais même tout le casting en général, Ki-Wai Kwan et j'ai oublié le nom de la meuf qui bosse à la TVA là. Ouais. Bah elle aussi, dans le groupe, elle marche La bien, garde, je trouve. là. Ouais, Ouais, la ouais. garde, voilà, et elle marche bien dans le groupe. Ils ont vraiment un bon petit groupe. Et l'alchimie, Loki avec Sylvie, ça marche bien aussi dans cet épisode. T'aimes bien le retour de Sylvie, toi? Oui, ça me va. J'ai vu des gens qui étaient pas contents. J'ai vu des gens qui comprenaient pas pourquoi il allait chercher Sylvie, mais moi je pense qu'il va la chercher parce que à la fin du dernier épisode, oui, voilà, il est parti la voir. Mais j'ai vu des gens. Il l'a vu dans le futur, il dit que c'est pour ça Oui. qu'il Et c'est pour ça qu'il va la chercher, quoi. Et après aussi parce qu'il la kiffe, je pense. Faut oui, se mentir. oui, Mais ça, oui. et d'ailleurs, j'aime bien moi ce truc-là, que Loki est quand même un mec un peu égocentrique et que la seule personne qu'il aime, c'est lui-même dans une autre dimension. C'est assez sympathique. Quand même. C'est vrai que ça, c'est drôle. Mais tu sais, j'ai lu des théories qui m'ont fait rigoler. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais genre, au McDo, là, celui qui est au comptoir, il y en a, ils disent Ouais. c'est Mobius quand il est jeune. Ça me ferait marrer. Ouais. D'accord, mais pourquoi il se reconnaît pas? Enfin, Parce qu'il sait, il sait pas. Tu sais, ils disent il a une autre vie, mais ils l'ont oublié. Non, mais attends. Je veux bien qu'il ait oublié sa vie, mais il sait à quoi il ressemble quand il était jeune. Genre, Mobius, il a aucun souvenir de sa tête, genre, avant qu'il ait 20 ans, genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre qu'ils auraient supprimé un souvenir de juste à quoi il ressemble, quoi. Bon, peut-être, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas, il dit même qu'ils ont effacé plusieurs fois. Loki lui dit ça dans le premier épisode, qu'il a effacé plusieurs fois sa mémoire. Mais je me dis, ils se sont jamais posé la question de... Parce que eux, je crois que ils pensaient qu'ils étaient nés pas dans la TVA, mais... Bah, c'est ça, ouais. Mais du coup, ils ont des souvenirs de eux jeunes. Mais de faux souvenirs, entre guillemets, je pense. Mais de faux souvenirs de jeunes. Ou alors ils ont tous aucun souvenir de leur jeunesse. Et c'est très bizarre. Bah, ouais. Parce qu'ils en parlent en plus un peu dans l'épisode 2. Et lui, il dit, moi, je suis la TVA, j'ai toujours été la TVA. C'est ça ma vie, tu vois. Parce que Brad, il lui dit, mais vous aviez une autre vie, machin. Oui, bah c'est ça. Il dit, non, ma vie, c'est ça, c'est la TVA. D'ailleurs, Brad, l'acteur, je suis pas très convaincu par l'acteur, mais il remet bien en question, tu vois, même Loki dans la discussion autour de la tarte, il essaie de mettre en question ce que Mobius, et Mobius, il veut pas voir
la vérité entre guillemets en face, parce que ça lui fait peur de savoir que potentiellement il avait une vie de merde avant, et donc en fait ça va, je pense pas le ravir, et en même temps s'il sait qu'il avait une super vie avant, ça va lui faire penser que sa vie est un mensonge et qu'il aurait pu vivre une belle vie à côté, quoi. Donc il veut pas le voir, et je pense que ça va être développé plus tard, quoi. Ouais, je pense aussi. En vrai, je pense pas que c'est le mec du McDo, mais... Non. Par contre, ça pourrait déjà être un vendeur de jet ski. Parce qu'il parlait tout le temps de jet ski, là, dans la saison 1. Moi, je parie qu'il va finir... je sais pas s'il y aura une saison 3 ou quoi, mais la fin pour ce personnage, ça va être lui en jet ski à la plage. C'est un truc comme ça, c'est... Ils vont faire du jet ski avec Loki, quoi. Il me semble que dans le trailer, on voyait un magasin avec des jet skis devant. Oui, ouais, bon, voilà. Il va faire son truc en jet ski qu'il voulait faire, et je pense qu'il va prendre son indépendance, quoi. Mais voilà, un épisode un peu creux quand même. Un peu creux, je trouve que ça développe. Ouais, j'arrive pas trop à voir où on va, en fait. C'est ça le problème. Enfin, ça part de Renslayer et tout. Bon, Renslayer. Parce que Renslayer, dans les comics, c'est une méchante qui est liée à Kang. Donc, à voir le prochain épisode, parce que là, ils se disent qu'ils ont localisé Renslayer. Donc, peut-être ça va avancer dans le prochain épisode, on va peut-être mieux comprendre vers quoi ça va. Il faut démarrer, quoi. Faut attaquer les antagonistes de la saison, quoi. Parce que bon, Kang et Renslayer sont pas encore là, donc... Et en plus, le prochain épisode, je sais pas s'il y aura Kang, tu vois, parce que s'ils font une gradation... Ah oui, mais après, Kang, ça peut être n'importe quel Kang, en fait, donc je me souviens. Mais c'est une gradation ils vont d'abord découvrir Renslayer, puis après qu'il va les mener à Kang, tu sais, donc ça se trouve, on verra Kang à la fin, quoi. Je sais pas comment ils vont faire, mais on avait eu la scène post-générique avec, dans Ant-Man 3, là, avec Victor Timely, ouais, je pense que c'est le prochain épisode. Par contre, je pense que le Kang qu'on va voir, il est pas méchant, je pense qu'il est gentil. Ou en tout cas, ça va pas être le gros méchant du MCU. Non. On verra ça dans la semaine prochaine. J'ai quand même hâte de voir la suite. Hein. Pareil, parce que l'ambiance de la série elle reste cool, hein. La DA, c'est toujours super, hein. Je trouve, hein, le TVA, les costumes, tout ça, c'est toujours plaisant à suivre. Et d'ailleurs, j'avais une petite anecdote sur le réalisateur, je m'étais renseigné. Le réalisateur de l'épisode s'appelle Dan Deleu, et en fait, c'est un superviseur des effets spéciaux. Ah. Et c'est le superviseur des effets spéciaux de la saison 1 de Loki, et de tous les films d'affaires Russo du MCU, quoi. Il a fait les deux Captain America, les deux Avengers, et il est passé réalisateur, du coup, sur cet épisode, quoi. Ah oui, donc lui, c'est vraiment un habitué de la maison, quoi. C'est un habitué, mais pas du coup en tant que réalisateur, mais en tant que superviseur des effets spéciaux. Bah, c'est pas mal filmé, hein. C'est du bon boulot, moi je dirais. C'est bien foutu, hein. Ouais, mais pour le coup, le combat final, je trouve un peu pas fou. Je trouve pas fou du tout. Mais après, c'est peut-être parce qu'il y a aussi un manque d'enjeu déjà de base qui fait que je suis pas dedans, mais je trouve il est très expédié. Bon, on passe à la nouvelle sortie série de la semaine. Yes. Et ben, on va vous parler de l'épisode 5 de GNV. You're fucked up. I'm fucked up. The one thing that is really apparent now is that we are all fucked up. It's lights out. Et l'épisode dernier nous avait laissé sur un petit cliffhanger de fin de saison où l'héroïne Marie se réveillait après avoir fait une scène ou après une grosse scène d'action où le personnage de Sam, le personnage un peu fêlé qui était retenu par Voight International, se soit combattu avec tout le monde et qu'il l'ait arrêté. Et on avait un cut très rapide et qui nous montrait, en tout cas, Marie se réveiller, et du coup ça nous laissait à dire que elle avait potentiellement été amnésique, ou j'avais même élaboré des théories dont une est à moitié vraie, parce que c'est pas la vérité, mais ça aurait pu du coup, sur le fait que il y a une perte de mémoire, et tout l'épisode va être basé sur ça. Du coup, c'est un épisode un peu à part, hein, pour le coup un peu isolé de l'intrigue principale et plus posé. C'est un genre de whodunit où on va essayer de savoir qui c'est qui a effacé la mémoire de tous nos protagonistes, et on a un début du coup où les personnages se réveillent. Du coup, ça reprend directement à la fin du dernier épisode, et les personnages ne se souviennent plus de rien. Alors cet épisode, je l'ai plutôt bien aimé parce que je trouve qu'ils ont réussi à faire avec ce concept, ils ont réussi à faire un truc super sympa dans cette série. Et le début de l'épisode, je le trouve un peu long à la fête, parce que je crois que ça dure genre 10 minutes, ils sont tous là, tu sais pas qui a fait ci, pourquoi tu te souviens pas, et tout. C'est un peu, tu sens qu'il y a des longueurs dans l'épisode, quoique l'épisode il dure pas si longtemps que ça, je crois, l'épisode, je me souviens plus. Je crois pas. Mais voilà, quoi. Et j'avais fait une théorie qui était sur le gars qui allait dans la tête des gens, que c'était lui. Ils ont fait la même théorie que toi.
Et bah ils ont fait la même théorie que moi. Alors effectivement c'était pas ça la réponse, mais du coup ils ont enquêté, c'est un genre de voilà, et ils auraient pu tomber sur lui et en fait c'était pas lui. Même si ils t'induisent en erreur, hein, on le voit discuter avec la dirigeante là de l'université. J'essaie de te faire croire quand même pas mal que c'est lui quoi. Et du coup bah non, pas du tout, c'est pas du tout lui, c'est Kate. Mais Kate, j'avais dit un ou deux épisodes avant du podcast, si vous avez écouté, qu'elle était bizarre. J'avais dit qu'elle était bizarre, qu'elle cachait quelque chose, parce que je sentais que c'était le personnage que il développait pas, elle avait pas de rapport avec sa famille vraiment. Là d'ailleurs on a son trauma qui est révélé, que le mec d'ailleurs qui rentre dans la tête des gens, qu'il a abusé d'elle. Oui. En tout cas on comprend que voilà qu'il y a un truc sur ça. Et là pour le coup son personnage commence à dire putain il prend de l'ampleur, il commence à être intéressant et tout. Et on te révèle qu'en fait il travaille pour pour Voight, en tout cas, pas pour Voight, mais en tout cas pour la proviseure, la principale en tout cas, et c'est elle en fait qui a effacé la mémoire des gens, donc elle était au courant de certains trucs. Bon après tout n'est pas révélé, ça sera dans l'épisode 6. J'ai hâte de voir d'ailleurs les répercussions sur le groupe et sur André parce que c'est le personnage qu'elle fréquente, maintenant ils sont copines, je crois que c'est plus tout le monde officiel, et j'aimerais bien voir les répercussions que ça a sur son personnage, parce que son personnage est pas trop, moi en tout cas c'est pas ma tasse de thé, mais là en tout cas ça a un peu redynamisé les dynamiques entre les personnages. Ouais. Et voilà quoi, je vais te laisser parler avant de... Toi, est-ce que tu as aimé cet épisode? Toi qui n'aimes pas, qui n'est pas fan, disons, de GNV. Qu'as-tu pensé de cet épisode? Celui-là, je l'ai trouvé plutôt sympa. Après, pour moi, ça relève pas, je vais pas dire que la série est incroyable d'un coup. Je vais pas changer d'avis vraiment sur mon avis sur la série, mais j'ai trouvé l'épisode plutôt sympa. J'étais plutôt dedans, en vrai. Je trouvais qu'il y avait une scène vachement cool, avec Sam. La scène des marionnettes. Ouais. La scène d'action. Ouais, que je trouve vachement bien, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu, tu sais, c'est gore, mais c'est rigolo en même temps. Enfin, c'est fun. Ouais, il y a un côté fun. Mais tu vois, mais après tu vois, quand c'est fini et que tu vois la réalité, c'est dégueulasse. Mais je sais pas, il y a un beau plan, je trouve, tu sais, où on le voit marcher sur les cadavres et tout. Il y a un plan cool, tu vois. Enfin, je trouve tout ce passage est sympa. Après, t'as comme envie de savoir ce qui s'est passé. Après, moi j'aime bien, tu parlais du Whodunit, moi c'est un truc que j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien savoir. T'aimes bien les Knives Out, toi. Ah oui, j'aime beaucoup les Knives Out. Donc, moi ça me parle plutôt. Et, l'épisode là, je l'ai préféré à celui de la semaine dernière. Mais je suis toujours pas attaché plus que ça au personnage en vrai. Même Emma. Ouais, c'est peut-être la seule un peu que j'apprécie. Ouais, peut-être Emma, ouais. Jordan, peut-être un peu aussi. Ouais. Sans plus. Bon, je tente de t'amener vers la lumière, tu vois, vers moi. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est moi tout seul. Emma, c'est peut-être la plus intéressante, je trouve. Je trouve par exemple que, par contre, Marie, elle a plus rien, quoi. Ouais, elle est un peu. Mais en fait, il y a des épisodes, elle est au fin de la scène, des épisodes, elle est pas Dieu. Là, je trouve que elle est un peu sur le côté, quoi. Mais tu sais, il parlait de sa famille, de sa sœur et tout. Oui. C'est complètement. Mais je crois que c'est à partir de l'épisode 3 ou 4 où on se désintéresse un peu d'elle. Oui. Voilà quoi. Ouais. Du coup, c'est un peu, c'est peut-être un peu dommage sur son perso, mais au moins ça fait briller les meilleurs persos de la série pour moi. Genre Emma, tu vois. Genre Emma, j'aime beaucoup son personnage. Et là, j'aime bien. Là, il y a une vraie évolution là sur son personnage, c'est que elle a été obligée de devenir grande pour arrêter Sam, du coup. Ouais. Et pour le coup, ça là, maintenant les gens la kiffent parce que maintenant ils sont en mode oh putain, elle est géante et tout, et c'est un truc. En plus, elle dit que sa mère l'a forcée à rester petite, à rester dans un certain rôle, et maintenant qu'elle s'est émancipée, libérée, elle a trouvé sa voie, les gens l'aiment bien. Bon, pour le coup, c'est un vrai aspect positif, tu vois, dans un lycée, dans un lycée et tout. Et pour le coup, je trouve ça sympa pour son personnage. Donc là, je trouve que les personnages de Kate et Emma, ils ont vraiment évolué dans cet épisode, quoi. Même Marie, bon, en vrai, c'est pas son personnage qui évolue, c'est plus sa relation, parce que en vrai, là, je trouve. Ouais, avec Jordan, parce que tu sais, dans les séries, dans certaines séries, les romances, ils te les traînent en longueur, tu vois. Genre là, ils sont embrassés dans l'épisode d'avant, tout ça, voilà. Là, elle est directement en mode, bon, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais bien aller plus loin. Tu sais, c'est pas genre, ça aurait pu durer 4 épisodes. Ce truc-là de,
ah oui, non, mais en fait, on se cherche et tout. Là, ça va, elle se pose des questions, il voudrait aller plus loin. Bon, ça n'a pas tellement avancé, je vais pas dire, voilà, que c'est la romance du siècle, tu vois, mais ça va. Je trouve que c'est plutôt bien fait. En tout cas, moi, j'ai des personnages, je suis pas mal dedans, et même dans leur romance, donc voilà. Et les Muppets, là, le Muppet Show, c'était pas mal. Toujours ce côté black-noir, et en plus, ça leur permet d'être, pour les gens, en plus, qui aiment, qui trouvent que il y a du gore à outrance. Là, en tout cas, ça leur permet d'être gore, mais en même temps de pas l'être, parce qu'ils peuvent se permettre, tu sais, des décapitations de peluches, des trucs comme ça, tu vois, sans que les gens soient offensés, même si bon. Choqués ou machin, oui. Bon, tu regardes The Boys, t'es pas censé être choqué, enfin, sinon t'as quitté la série depuis un moment, mais pour le coup, voilà, quoi, c'est mettre en scène ça d'une autre manière. En plus, c'est bien parce que ça prend le point de vue du personnage de Sam qui est un peu fêlé et qui voit des trucs comme Black Noir. Et là, de faire toute une séquence là-dessus, hyper fun, hyper bien rythmée, hyper bien faite, sanglante, violente, voilà. Je trouve que c'est cool, quoi. Et c'est la meilleure scène d'action de la série. Oui, clairement, dans tout ce qu'on a eu, clairement. Ouais. Parce que sinon, tu sais, il y a une scène d'action à la fin, c'est juste, il balance le gars, il se retrouve, c'est pas fou, quoi. Oui, non, je suis d'accord, c'est pas les scènes d'action du siècle, quoi. Et j'ai vu, juste que Prime Video a teasé un truc pour la semaine prochaine, est-ce que je te le dis? Ta vidéo? Non, ils ont teasé un... Ah, ils ont teasé, c'est un gros truc ou c'est bon, C'est un personnage. Ah, il y a un personnage de The Boys qui vient? Ouais. Oh, me dis pas. Ils ont fait un tweet. Oh, me dis pas. Ils ont fait un tweet, ça. Ouais, je sais, mais je l'ai pas vu, donc je me suis préservé. On va préserver les gens qui écoutent, comme ça ils auront pas, ils auront la surprise. Mais là, tu m'as hypé. Ouais, j'ai hâte du prochain épisode, quand même. Oh putain, c'est-à-dire que c'est un perso que t'aimes bien. Ah là, ok, je suis hypé. Voilà. Pas trop de choses à dire en vrai en même temps parce que c'est un épisode un peu à part. Ouais, il raconte, comme il dit, son intrigue, il l'avance pas énormément. Donc, ouais, ils sont permis de faire un petit délire dans un épisode, voilà. Et ensuite, je vais vous parler de l'Exorciste Dévotion. Alors, l'Exorciste Dévotion, alors je vais tout seul vous en parler parce que je suis parti le voir, je me suis sacrifié, voilà. Et maintenant, il faut m'exorciser parce que c'était une souffrance. Donc, l'Exorciste Dévotion, c'est la suite de l'Exorciste sorti il y a 50 ans, je crois sorti en 72 ou 73, un truc comme ça, le chef-d'œuvre de William Friedkin. Moi, je suis pas fan, mais c'est quand même un grand film. Et en gros, c'est une suite qui prend pas en compte tous les autres suite préquelle qu'il y a eu parce que c'est un bordel la saga Exorciste. Il y a des suites, il y a des préquelles, il y en a pas mal, mais du coup c'est juste une suite directe à l'Exorciste de William Friedkin, comme il y a eu Halloween en 2018, qui était la suite de Halloween de Carpenter, le premier, et qui ne prenait pas en compte toutes les suites qui avaient été faites entre. Et donc, William Friedkin, qui nous a quittés il y a pas longtemps, n'a pas pu voir ce film, et encore heureux. Et c'est David Gordon Green, du coup, le fossoyeur, qui revient qui revient à la charge après avoir déterré Halloween et avoir fait une trilogie que je trouve pas si nulle. En tout cas, les deux premiers qu'il avait fait, Halloween et Halloween Kills, je les trouve pas horribles. En fait, ça chute plus ça avance, plus ça chute, quoi. Ouais, je dirais. Le premier, c'est le meilleur, je dirais, quand même. Ouais, c'est peut-être le meilleur, mais Halloween Kills, je le trouve intéressant. Il est marrant, moi, je le trouve rigolo un peu, tu vois, parce qu'il est bourrin, mais après, oui, c'est le dernier, il est pas bon, quoi. Oui, le dernier, il est vraiment pas bien, il est horrible, quoi. Et en fait, David Gordon Green, il avait fait les deux Halloween et les trois derniers Halloween, et je pense qu'il aimait bien l'univers d'Halloween, et je pense qu'il avait un peu compris ce que Carpenter attendait, et donc ça donnait des films qui, même si certains l'aiment pas, voilà, mais au moins il est pas pire que toutes les suites d'Halloween qu'il y a eu, parce que moi je suis un gros fan d'Halloween, mais c'est, toute la saga, c'est un bordel, quoi, à part peut-être ceux de Rob Zombie que j'aime bien, et voilà, quoi, c'est complètement nul. Sauf que là, je crois que l'Exorciste, il l'a pas compris et qu'il l'aime pas, quoi. Parce que là, c'est très 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 compliqué, quoi. Tu sais, c'est un film qui dure à peu près 2 heures, un peu moins de 2 heures, et déjà dans sa première heure, c'est un film qui a du mal à savoir ce que c'est, en fait. C'est un film qui déjà essaie de faire référence au premier, évidemment, tu vois. Donc on a une scène d'intro, entre guillemets, qui est dans un autre pays, comme dans l'exorcisme principal, mais qui a rien. En fait, il y a rien dans cette scène d'intro, en fait. Il essaie de faire un truc catastrophe, alors que dans le film original, c'était une intro un peu énigmatique, où tu sens qu'il y a un mal, tu vois, qui arrive, il y a un truc un peu malaisant, tu vois, dans cette truc. Et là, en fait, rien du tout, quoi. C'est juste, il y a rien à voir avec l'exorcisme, le mal ou quoi. C'est juste une intro, quoi. Bref, il a pas vraiment compris. Et après, il y a
toute une histoire d'un parent qui a une relation avec sa fille, qui a perdu sa femme, et puis après, les petites, elles vont disparaître, donc parce que c'est l'histoire, en fait, il y a 2 exorcistes dans le film, parce que c'est 2 fois plus effrayant, Skip, donc ils te mettent deux petites filles possédées, et les 2 vont disparaître, et ça devient un genre de film où le père, il recherche sa fille, et genre ça dure un moment en plus, hein. Et donc, après, voilà, ils vont la retrouver, et ça va commencer, soi-disant, l'exorcisme. Le film, il est pas effrayant, et il est pas fun, donc tu peux même pas merde. Ouais, merde, comme tu dis, parce que le film, il n'y a pas de montée progressive dans l'horreur, tu vois, comme dans le premier film, parce que le premier film, j'aime pas trop, parce qu'il y a toute une enquête, tout un truc que j'aime pas, mais en tout cas, il y a vraiment une montée progressive de l'horreur, du mal qui s'insinue dans le long métrage, quoi. Et là, mais absolument pas, quoi. C'est genre la première heure, c'est un truc tout à fait normal où le film il sait pas trop situé, mais il y a pas d'horreur, il y a pas. Et quand il y en a, c'est des jumpscares de merde qu'on a dans le cinéma d'horreur par 500. Actuel, quoi. Ouais, ok. Ouais, voilà. Et à la fin, on a vraiment un exorcisme, mais c'est hyper soft, quoi. Genre vraiment, tu vois, l'exorcisme, c'est un film, tu le regardes même maintenant, 50 ans après, enfin, il y a des scènes qui te Laisse le sang. Mais c'est plus sur l'ambiance, non? C'est pas violent, si c'est gore. Le premier exorcisme, il y a des scènes, il y a un moment, ouais. Il y a des moments où le personnage, il se tourne la tête, à 360 degrés. Enfin, à un moment, elle prend un crucifix, elle se le met dans les parties. Tu vois, il y a du sang qui, enfin, il y a plein de trucs hyper dégueulasses comme ça. Là, le film, il est j'ai vu interdit au moins de 12 ans. Et je dis, mais non, ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça pour un film l'exorciste. Et il y a rien, quoi. Il y a pas une scène, il y a un moment où il y a un personnage qui se tord le cou. Enfin, qui se fait tordre le cou, quoi. Mais en plus, c'est mal ça, fait. genre, on l'a vu 100 fois maintenant. Et oui, en plus, tu l'as vu 100 fois, et c'est beaucoup moins bien fait que dans le premier. Alors qu'il y a 50 ans qu'il les sépare. Tu vois. Donc bon, c'est compliqué. Et les 40 dernières minutes, c'est l'horreur. Mais pas dans le bon sens. C'est horreur, c'est long. C'est chiant. Et ils veulent faire une genre de surenchère d'horreur, ça ne marche à aucun moment. Ça joue pas bien, le personnage principal il joue pas bien. Alors, les gamines encore ça va, elles sont un peu, voilà, on sent qu'elles sont un peu possédées, mais le personnage principal là, ça marche pas du tout. Et le principal problème qu'il y a dans ce film, j'aurais jamais cru dire ça parce que tu sais, on a beaucoup de films qui sont des suites ou des trucs qui arrivent pas à se détacher du film d'origine, mais là c'est l'inverse. C'est qu'il n'y a pas de connexion avec l'œuvre principale. Genre, il y a un personnage qui revient de l'œuvre principale, c'est Ellen Burstyn, qui était la mère de la possédée dans l'épisode 1. Ouais. Elle ne sert à rien. Elle est là au forceps. Ah merde. Et elle est dans le récit, mais pourquoi on sait pas, quoi. Comme on parlait d'Halloween tout à l'heure, Jamie Lee Curtis, je trouvais, elle est bien utilisée dans l'Halloween de 2018, tu vois. Ah oui, mais enfin, c'est l'une des héroïnes, quoi, du truc, quoi. Et encore, tu peux reprocher à certains trucs de dire, ah, putain, ils veulent pas se séparer du passé. Là, il y a rien à voir avec Halloween. Pourquoi, avec, l'exorcisme. Donc, pourquoi faire un truc sur l'exorcisme si tu ne reprends rien? Parce que même jusqu'à l'univers, la manière dont les démons, ils fonctionnent dans ce film, et la manière dont l'exorcisme se fait, ça n'a rien à voir avec l'exorciste de William Friedkin, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est bizarre, ça. Et ils comptent faire une trilogie. Ah ouais, non, mais ça reprend pas les codes du tout, quoi. Ça aurait pu être un film d'exorciste. Voilà, ça surfe sur le nom de l'exorcisme, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est un raté à tous les levels. Je ne vous conseille vraiment pas de le voir. En plus, ils comptent faire une trilogie. Le film, il va sûrement se rembourser, ils vont sûrement faire des suites. Voilà, ils ont acheté les droits en plus pour 400 millions, donc ils vont vouloir rentabiliser. David Gordon Green, on n'est pas sûr qu'il revienne pour faire la suite. Par contre, pour le coup, il avait dit qu'il a fait le premier, mais qu'il est pas sûr. Il va peut-être déléguer. Je crois qu'il est temps de déléguer mon bon David, parce que là c'est chaud, quoi. Ouais, après il est pas très bien noté, donc peut-être ils vont donner ça à quelqu'un d'autre. Après le truc c'est que les films d'horreur, il y en a plein qui sont pas notés, mais vu qu'ils cartonnent, voilà, quoi. Ouais, mais Verso X il a eu des bonnes critiques. Donc, je sais pas. On va en reparler, on en reparlera peut-être un jeu dans les futures semaines, mais voilà, quoi. N'allez pas le voir, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je crois qu'il est en digital déjà. Ou je crois qu'il arrive bientôt. Non, pas encore, mais Alors, c'est le 24 octobre qui sort, donc dans moins d'une semaine. Franchement, ne donnez pas de l'argent à ce genre de film. Je te laisse la main, Ista, pour nous parler d'un truc sûrement plus intéressant. Ouais, alors moi, on va parler aussi d'un peu d'horreur, parce que comme c'est la période d'Halloween, il y a beaucoup de programmes un peu liés à l'horreur qui sortent là. Et donc moi, j'ai regardé les 5 premiers épisodes j'en avais parlé dans les sorties de la
la semaine prochaine dans le dernier épisode. Donc il y a le 5e épisode de la nouvelle série Chair de poule qui est sortie, donc Goosebumps en VO. C'est donc une nouvelle adaptation des bouquins qui sont des bouquins un peu d'horreur mais plutôt pour enfants, pour un public enfantin plutôt. Et je me suis maté ça et il s'avère que c'est plutôt une agréable surprise. J'ai passé un très bon moment devant et pourtant c'est quand même un programme un peu teenage quoi, tu suis des ados. Et en fait j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait dans le sens où ils ont quand même réussi à garder le côté anthologique. Ouais. Tout en qu'il y a un fil rouge, il y a un gros fil rouge, il y a des révélations, tout ça par rapport aux personnages, notamment il y a des choses par rapport aux parents des enfants qui sont révélées dans la série. Et en fait, ils ont gardé le côté. Quand je dis qu'ils ont gardé le côté anthologique, c'est en fait le concept. Il y a un concept par épisode. Le concept par rapport à un objet ou un animal mais il y a quand même une grosse histoire derrière qui se suit avec des personnages qui au début se connaissent pas. Enfin, si, il y en a 2-3 qui se connaissent, mais après, il y en a d'autres qui se rejoignent à la bande. Et c'est pas mal, en fait. Moi, il y a eu des moments où ça m'a vraiment surpris. Genre, il y a eu des cliffhangers de fin, j'étais en mode, je sais qu'il y a un épisode, il y a un cliffhanger de fin. J'ai fait, what? Et j'ai regardé direct l'épisode d'après parce que je me suis dit, non, mais il s'est passé quoi, là? Et ouais, sur moi, ça a plutôt bien marché. Et en vrai, c'est quoi, j'ai plutôt hâte de voir la suite, en vrai. Après, bon, c'est pas de l'horreur, c'est pas gore, quoi. C'est de l'horreur un peu, comme je dis, c'est pour enfants, c'est fait, voilà, je pense que tu peux mater ça avec ton neveu ou quoi. Sur le coup, il y a plutôt du slime, ce genre de truc, tu vois. Ouais. Faut pas s'attendre à un truc gore, tu vois. Je pense faut regarder en sachant ce que c'est, quoi. Parce que sinon, si t'as ton droit du saut ou je sais pas quoi. Mais j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que Justin Long, il est marrant. Les personnages sont plutôt attachants. Il y a des jeunes que j'aime bien dans l'équipe. Et je trouve que c'est une bonne adaptation. Je dis c'est une bonne adaptation. J'ai pas lu les livres, mais Et de tes souvenirs d'enfance de la série, je pense, tu te souviens quoi. Ouais, enfin mes souvenirs d'enfance. En fait, je me souviens juste que c'était anthologique, quoi. Qu'il y avait pas forcément des persos que tu retrouvais. Là, c'est vraiment tu suis les mêmes persos tout le long. Sur les 5 épisodes, tu vois, j'ai suivi les mêmes persos et c'est une série qui suit les mêmes personnages. Mais ouais, j'aime bien comment ils ont fait qui réussit à garder le côté autologique tout en gardant une. Mais dans les 5 épisodes, au niveau des monstres, de l'horreur et tout, ça se diversifie. Ouais, parce que c'est à chaque fois un truc différent. Pour un exemple, le premier, c'est sur un appareil photo qui montre l'avenir et qui montre des accidents ou des trucs comme ça. Ouais. Et le deuxième, c'est un masque, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois. Enfin, c'est un masque qui te rend méchant, tu vois. Ouais, voilà, ça utilise différents types d'horreur. C'est ça ça. peut genre faire la possession, les fantômes, puis après peut-être le mort-vivant, je sais, tu vois, ça peut faire plein Ouais, de exactement. Ouais, je pense que dans le prochain épisode, c'est pareil. Voilà. Je sais que sur l'affiche, tu vois, il y a un genre de pantin. Pour l'instant, je l'ai pas vu, mais ouais, il va y avoir un truc à la Chucky, je pense. Enfin, tu vois. trucs. Ouais, il y en a pour tout le monde, quoi. Ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est cool, hein, en vrai. Ça, tu m'as donné envie. Ouais. Ah ouais, ok. Bah ouais, moi je conseille si vous voulez un petit truc sympa. C'est pas la série du siècle, mais je la trouve sympa. Voilà, j'ai bien aimé, ça m'a bien amusé. Voilà. Ok. Et bah écoute, c'est fini pour les sorties de la semaine actuellement, donc une semaine bien remplie quand même. Pas forcément bien remplie au cinéma là pour le coup, parce qu'au cinéma c'était chaud. Mais Ouais, c'était compliqué. Ouais. mais écoute, est-ce qu'on ferait pas une petite chronique box-office, toi et moi, Ista? On va faire ça. Alors, si je te dis pop, si je te dis chanteuse, si tu te dis américaine, tu me dis quoi? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Britney Spears. Tu dis Britney Spears? C'est parce que tu es vieux, Ista. La vérité, c'est Taylor Swift. Et oui, Ista, Taylor Swift. Le film Taylor Swift, The Eras Tour. Donc c'est un film-concert. Ah oui, bah, là les gens ils se disent mais pourquoi ils nous parlent de ça l'autre? C'est un film-concert. Et ben c'est le plus gros film de ce week-end parce que il devrait rapporter entre 95 et 97 millions seulement aux États-Unis. Hein, c'est seulement le box-office domestique pour son premier week-end. Et oui, donc c'est des films-concerts. Donc le film il va dépasser. Il a déjà dépassé. Alors je vous écoute. Justin Bieber, Never Say Never et This Is It. Donc c'était de Michael Jackson. Les deux documentaires sur Justin Bieber et Michael Jackson respectivement, qui étaient les plus gros films-concerts de tous les temps aux États-Unis. Ils se sont fait dépasser par Taylor Swift et elle devrait engranger aux alentours de entre 150 et 200 millions dans le monde en tout. Et donc ça devrait devenir le film tour, enfin le film concert le plus rentable de l'histoire, donc avec le plus gros succès de l'histoire. Ista, tu vas aller le voir, n'est-ce pas? Oui, complètement, j'adore. J'ai vu les vidéos.
avec les cultes à la Midsommar, là, non, C'est vrai qu'il y a des vidéos qui tournent sur Twitter où il y a des personnes qui sont habillées en blanc et qui tournent dans un cinéma et qui chantent les chansons de Taylor Swift. C'est très étrange, ouais. C'est une secte très, très bizarre. Et j'en ai vu une autre où il y avait Taylor Lautner qui faisait des saltos, j'ai pas compris. Ouais. Ah, ouais. Bah ouais, il fait quoi lui depuis? D'ailleurs, petite question. Je sais pas. Parce que là au ciné, je crois que voilà quoi. C'est compliqué. Il avait essayé de rebondir après Twilight, il a fait un film d'action là, mais je crois que c'était nul à chier. Oh oui, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ouais, je crois que c'était avec Lily Collins. Peut-être j'ai de la merde, mais il me semble que c'était avec Lily Collins et il était vraiment horrible, quoi. Ouais, donc c'est le numéro 1 du box-office de cette semaine. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ensuite, histoire numéro 2? Et le film dont tu as parlé tout à l'heure, L'Exorciste Dévotion, qui a gagné 11 millions ce week-end, donc c'est son deuxième week-end, il me semble. Non? Il me semble que c'est son deuxième week-end, oui. Ouais, c'est ça. C'est son deuxième week-end, ouais. Et donc, ça le fait monter à 44,93 millions, donc domestiques, avec un budget de 30 millions de dollars. Ouais, bah écoute, il a pas coûté cher, donc il va se rembourser. Après, il est pas aussi haut que ce je pense qu'on pourrait croire. Il va pas dépasser les Lannon, les trucs comme ça là. Mais c'est quand même, il va quand même finir par se rembourser. Ça va quand même être un tas de succès. Il y aura des suites quand même, quoi. Donc bon, voilà. Les films d'horreur, ça confirme que ça marche quand même bien. Malgré tout, parce qu'ils ont des budgets très bas, quoi. The Boogeyman n'avait pas trop marché, donc ça dépend quand même, mais c'est pas tous les films d'horreur qui fonctionnent, mais... C'était le seul qui a pas trop marché, pour le coup. Ouais, c'est quand même que généralement, ça fonctionne quand même. Même l'Exorciste du Vatican, il a marché, tu vois. Talk to Me et tout, ça c'est très rare que ça... Et encore, je crois que The Boogeyman, il avait genre 35 millions de budget, un truc comme ça, quand même. Donc il était... c'est pas les petits budgets d'horreur, quoi. Ouais. Ensuite, on retrouve ton film préféré de chaque semaine. Ça fait 3 semaines de suite qu'on parle. Pas de patrouille de Mighty Movie, qui a encore engrangé 7 millions ce week-end et qui va finir à 50 millions au final aux États-Unis, quoi. Et ouais, c'est toujours un succès. Tony Truant. Ensuite, on a Saw X qui lui a gagné 5,70 millions ce week-end. Donc c'est une baisse de 27% et ça lui fait un total de 41,43 millions de dollars. Ouais, après il est pas sorti en France, mais le film il cartonne déjà. C'est déjà un carton, les sauts, ça coûte rien. Ça coûte, je crois, 10 millions, je suis à celui-là, même pas. Un truc, 13 millions, c'était 13 millions. 13 millions, voilà, ça coûtait, Et il y a déjà Saw 11 et Saw 12 qui sont annoncés, et il y a des rumeurs, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. C'était toi, il me semble, que tu m'avais dit que tu avais des rumeurs sur le fait qu'il y ait un préquel, que Saw 11 ce soit encore un préquel, comme Saw 10, et que le Saw 12 ce serait la suite de Saw 3D, du coup Saw 7. Ouais, c'est ça, ouais. C'est compliqué pour les gens qui n'ont pas suivi la saga Saw, mais même pour ceux qui l'ont suivi, je peux vous dire que c'est n'importe quoi. Et il sort même pas la semaine prochaine d'ailleurs, il sort la semaine d'après au cinéma, et il sera déjà disponible en VOD quand il va sortir au cinéma, ce qui est fou. En vrai, j'étais en train de me dire, il sort la semaine prochaine quand ça sort, vu que ça sort mardi, le podcast. Oui, non. Ça veut dire que ça sort la semaine d'après, la semaine prochaine. Parce que moi, je dis toujours la semaine prochaine pour vis-à-vis de la semaine des sorties. Ah, non, mais moi, je dis toujours la semaine des sorties. Genre, si lundi ou mardi, je dis ça sort. Ouais, en fait, c'est dans ma tête qu'il y a un problème. Mais c'est ça. Mais c'est ça que je voulais dire. Effectivement, t'as bien fait de préciser. Il ne sort pas ce mercredi, il sort le mercredi d'après. Ensuite, on a The Creator qui est à 79 millions après 3 semaines pour un budget de 80 millions. À 79 millions mondial, par contre. Oui, pardon, 79 millions mondial, donc c'est très mauvais parce que le film il a un budget de 80 millions, au bout de 3 semaines il a à peine égalé ce budget, et je vous rappelle que pour qu'un film soit rentable, on dit qu'il doit faire 3 fois son budget. C'est très grossièrement dit, mais en gros ça vous donne une idée d'à peu près de combien il faut atteindre. Il a 80 millions, c'est un four total. Encore le film n'a pas eu de trop de publicité, mais quand même donc le coût de product de publicité sera pas très haut, mais quand même là c'est un gros four. Je sais qu'apparemment il y a des gens qui ont dit que c'était pas c'était pas un flop. Si ça c'est pas un flop, je ne sais pas ce qu'est un flop du coup. Ouais, si là c'est compliqué. Non, là c'est un flop. Faudrait qu'il fasse si on parle de 3 fois son budget, il faut qu'il fasse 240. Je crois que c'est un truc. Oui, c'est 240. Ouais. Mais même au pire, il aurait fait 160, il aurait doublé son budget ou un truc comme ça, tu vois. Mais là, il a à peine atteint son budget de prod. C'est foutu, quoi.
Et il va pas rester, je pense, même si là, il va faire que baisser dans les semaines à venir, donc ça va être compliqué. Parce qu'encore les sauts X, bon, c'est pas quoi, les exorcistes et tout, c'est pas comme s'ils en avaient besoin, mais là il y a Halloween qui arrive, ça va sûrement rebooster un peu les ventes et les trucs, les sorties de Creator. Je pense que voilà, c'est un peu, pourtant il y a pas de blockbuster et tout, mais bon, c'est compliqué, quoi. Pour une fois que c'était une franchise originale, ça a pas convaincu. Après, il s'est tapé la grève des acteurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte? Je sais pas. Il y a pas eu de films d'horreur, ça marche quand même, tu vois, mais ouais. Après, les films d'horreur, ils ont pas mal de publicité, tu vois. Alors que le de Creator, c'était surtout qu'en plus c'est des trucs de franchise qui sortent là, Saudi, c'est voilà, donc c'est déjà un public établi. Là, ils avaient vraiment besoin du marketing. La pub, il y a eu un peu de pub, tu vois, au cinéma et tout, mais les acteurs, ils ont pas fait la promotion, pas d'avant, enfin, il y a peut-être une avant-première, mais voilà, quoi, c'était. Il y a eu une avant-première, mais avec le réalisateur, je crois. C'était très très soft, quoi. J'ai vu, il y a eu des vidéos de promo, mais c'était avec que Gareth Edwards. Oui, Gareth Edwards, et il y a pas eu, de toute façon, il y a pas eu de late show avec, c'est ça aussi le problème, c'est que voilà, la promo là, d'ailleurs Blue Beetle aussi n'a pas eu de promo. Ouais, mais tu vas nous en parler des deux films de super-héros. Oui, Blue Beetle, il vient de finir sa course au cinéma mondial avec un box-office de 133,8 millions de dollars, et donc c'est le plus bas box-office pour un film du DCU de tous les temps. Ouais, c'est bon, en même temps, c'est pas celui qui va rapporter le moins. En tout cas, c'est va faire le plus gros déficit, puisque le film est celui qui a coûté le moins. Donc peut-être Harley Quinn et Birds of Prey a peut-être coûté un peu moins cher, peut-être que ce film, je sais plus. Mais en tout cas, c'est... Oui, je crois que c'était moins. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est un des films les moins chers, donc ce sera moins un flop que d'autres. Mais c'est quand même triste. Voilà, moi, je trouve le film il est pas horrible, quoi. Bon, il est un peu osef, mais il est pas horrible. Bon, il y a pas de marketing, personne l'attendait. Le DCU est mort, aucune surprise pour le coup pour moi. Ouais, plus le contexte autour de DC, ouais. Ça n'a pas marché. Voilà. Et ensuite, on a l'écurie concurrente. Sur le coup, alors ça, c'est une prédiction, par contre. Donc, ça peut changer. Ça, sur le coup, on sait pas. On peut avoir des surprises. Mais The Marvels, sur le coup, là, il y a une prévision comme quoi il ferait un box-office domestique à l'ouverture, donc pour le premier week-end, entre 50 millions et 75 millions de dollars. Ça dit que les préventes sont 69% en dessous de Guardians of the Galaxy 3 et 42% en dessous de Eternals. Ouais, c'est un peu chaud. Pour le coup, c'est un peu chaud, mais après, il reste un mois. Donc à voir de comment la promo, enfin la saga AFTRA, c'est pas réglé cette histoire. La grève n'est pas finie pour les acteurs, bien qu'on aimerait. Donc potentiellement il y aura peut-être pas de promo pour le film, donc ça va être encore pire, je pense. Mais du coup les tracking, du coup les estimations peuvent changer. Mais pour le coup c'est pas du tout rassurant, parce que encore 69% derrière Guardians of the Galaxy, c'est déjà voilà, mais 42% derrière les Éternels, c'est chaud quand même. C'est très très chaud. Ça confirme quelque chose, parce qu'on était dans le doute, parce que le premier Captain Marvel a fait 1 milliard 100 millions quand même au box office, alors que moi je pensais qu'il allait flop. Et on s'était posé la question il y a une semaine ou deux avec Ista de est-ce que ce film de Marvel il va intéresser les gens. Moi personnellement il m'intéressait pas, j'avais l'impression que ça intéressait pas les gens. Pour le coup ça se confirme à peu près. À voir dans les prochaines semaines, mais pour le coup ça sent pas bon, et ça sent pas bon même pour le MCU en général, je pense, parce que si ce film il flop, je pense que ça va être ça ferait 2 flops sur 3 films de l'année, quoi. Alors moi je serais plus nuancé que toi parce que j'ai envie que ce film marche déjà, donc voilà, je parle de ma paroisse sur le coup, parce que j'ai vu que Joker en fait il avait été estimé à 75 millions à l'époque, et donc là s'il est dans la fourchette haute il est à peu près pareil. Et bon après il faut voir, parce que là il y a encore de la promo qui arrive. Par exemple j'ai vu que ce soir, enfin pour nous c'est dans la nuit, mais il va y avoir je crois qu'il y a un trailer qui va passer pendant un match de basket, tu vois, donc bon, tu sais, ce genre de truc, ça peut peut-être faire bouger les choses. On verra. Écoute, vraiment, on est dans un mois. Et après, ça peut bouger, ça peut descendre plus bas. Flash, ils avaient fait une estimation, et plus on arrivait près du film, plus ça baissait. Sur le coup, c'était l'inverse. C'est vrai. C'était l'inverse. C'est vrai, mais pour le coup, par rapport à Joker, fait une bonne remarque, mais Joker, ce qu'il a fait, enfin, c'est le bouche à oreille et les bonnes critiques qui l'ont propulsé. Ouais, bien sûr. Après, faut voir, The Marvel, est-ce que le film est pas bon? Est-ce que le film est bon? Que le film soit pas bon vu, ou pas. Je pense que ça reste un Marvel, et quasiment tous les Marvel, qu'ils soient bons ou pas, leur chiffre d'affaires, c'est souvent la première semaine, c'est extrêmement fort. Peu importe que le film se
Par exemple, Ant-Man 3, le film, il a fait un énorme démarrage quand même. Enfin, un énorme. C'était pas le plus gros démarrage, mais il a fait 100, il a fait millions, je crois, quand même un bon démarrage, tu vois, un démarrage plutôt normal pour un film Marvel. Il a fait au final 400 millions, tu vois. Parce que le début, c'est vraiment une impulsion au niveau du MCU, quoi. Donc, il est resté un mois, mais t'es un peu optimiste, quand même, je te trouve. Je suis optimiste. Je l'ai dit, je parle de ma paroisse. Après, on a eu des surprises cette année, donc on verra. Parce que Elemental aussi, c'était bizarre, tu vois. C'était genre le pire Pixar, le pire démarrage Pixar de tous les temps. Oui, mais attends, là c'est parce que le truc, c'est que Elemental, il avait pas été marketé, et c'est les gens qui ont fait le marketing, en gros, tu vois. Là, de Marvel, je pense pas qu'on sera dans ce cas-là. Ça va pas être pareil. Bah non, déjà le film il va être marketé. Première chose, parce que, déjà le film est marketé, il est pas abandonné, tu vois. Le film, donc les gens déjà ils vont le savoir, c'est que Elemental, moi je voyais quand même le trailer tout le temps quand j'allais au cinéma. Je suis d'accord, mais déjà de un, voilà, c'est un film d'animation pour enfants, Elemental, et je pense que déjà il y en avait pas trop eu à cette période-là, et il y a un peu ce truc de le film il a un peu grandi avec les gens, et voilà quoi. Là le film Marvel, je pense que tout le monde sait qu'il sort, Captain Marvel, tu vois, et je crois pas que s'il va y avoir un effet de la courbe va s'inverser, tu vois, possible, voilà. Mais sur 30 films Marvel, c'est jamais arrivé, donc je sais pas pourquoi ça arriverait là d'un coup, quoi. Peut-être parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendent pas et qui se disent ouais. Et puis il y a plein de gens qui vont dire en fait c'était pas mal. On pensait tous que ça allait être nul et que c'était bien. Tiens. On verra, tu vois. Faut voir après la qualité du film, s'il se fait défoncer ou pas. Bah c'est ça, faut voir aussi le film si voilà. Faut voir comment ça se passe. Bah après je suis d'accord que même 75 millions c'est pas un bon démarrage qui est la fourchette haute. Quand tu vois Man a commencé à 100, plus de 100 millions. Pareil pour Les Gardiens d'ailleurs. Bon je sais pas. Enfin. Après, est-ce que aussi il y a le fait qu'ils se tapent la grève aussi, est-ce que quand même ça joue pas, tu vois? Bah c'est sûr que ça va jouer. Enfin là, il reste un mois, tu vois, donc c'est pas fini. Mais je veux dire, si la grève, voilà, peuvent pas faire de marketing, ça va jouer aussi sur le film. Hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. Non, mais comme je disais tout à l'heure, il y en a, je pense. Tu sais, les late shows, les trucs comme ça, ça peut aussi faire. Là, ils sont en train de revenir, mais par contre, les late shows, t'as pas les acteurs qui viennent faire des promos des trucs, donc. Mais par contre, il y a un truc aussi, un autre facteur, c'est que passé la première semaine, il y a Hunger Games, tu vois, qui sort. Donc moi après je sais pas, voilà, Hunger Games je m'en fous aussi. Donc voilà, mais ça peut potentiellement prendre des places à The Marvels. Et la semaine d'après, il me semble qu'il y a Napoléon qui sort aussi, qui est un gros film. Bon, je pense pas que c'est le même public, mais faut faire attention qu'il se fasse pas cannibaliser à sa sortie, quoi, de Marvels. Donc bon, on verra comment ça se passe. Déjà, il a la chance de pas avoir eu Dune 2 en face de lui, quoi. Parce qu'à la base, il devait y avoir Dune 2. Ah, mais je pense qu'il serait fait bouffer, peut-être. Enfin, il serait peut-être bouffé les deux, hein, En vrai, j'aurais été à la place des Disney, j'aurais attendu la fin de la grève, peut-être repousser d'un mois ou quoi. Ouais, mais comme je pense que là, au bout d'un moment, ils ont déjà repoussé le film une fois. C'est ça, 2 fois, je crois. Là, le marketing, ils ont bien payé pour un marketing une fois, ils ont payé pour un marketing une deuxième fois. S'ils devaient redécaler, ils auraient repayé, enfin, ça aurait été l'enfer, quoi. Mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils ont arrêté les négociations avec la saga AFTRA. Ah, mais après, ça, c'est d'autres problèmes. Ça, c'est parce que les producteurs, ils ont un melon énorme, mais ça, c'est autre chose. Ouais, mais ils sont débiles, parce que ils ont pas de promo pour leur film. Quoi. Ah, les producteurs de grosses productions Marvel, des gros studios, oui, ils sont débiles. Pour moi, je pense qu'ils sont pas débiles. Je te jure. Ouais, non, mais je sais pas, là, moi j'étais en mode, ça y est, ils vont tout faire pour que ça passe et que ça y est, les acteurs, on les revoit à la télé et tout. Je pense qu'on aura des infos, mais bon, nous on pensait que ça allait bien se passer, on en a pas parlé trop, mais les actus, mais on pensait que ça allait glisser avec la fin de la grève des scénaristes, et finalement, pas tellement. Non, ça glisse pas. Voilà. Et on a une dernière info box-office. C'est pas box-office, c'est plus succès audience. C'est la série de Continental dont on a parlé sur nos 3 derniers épisodes. Et bien qu'on n'aime pas beaucoup, ce serait parmi les top 5 des meilleurs démarrages de séries de Peacock, en fait, des Peacock Originals. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui ont regardé la série finalement. Bah ouais. Sur le coup, ça a marché. Donc, les gens ont mauvais goût. Après, Peacock, c'est pas genre des sympa. Non. Bon, après, Peacock, c'est pas la plateforme la plus regardée non plus. Hein. Non, vraiment pas. Tu vois. Mais je pensais que ça flopperait plus que ça. Voilà pour le chronique box office, et on va finir comme traditionnellement par les sorties de la semaine prochaine. Oui, on a une des plus grosses sorties de l'année, hein. C'est Killers of the Flower Moon, le nouveau Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio
et Robert De Niro. Connais pas ces mecs-là. Connais pas ces gens. Non. Et enfin, ce film sort parce que je me souviens d'une époque où il y avait tout le temps la même photo dans les tweets. Ouais. C'était tout le temps la même photo. Ça rendait fou. Et ouais, ça fait toujours bizarre quand il y a des trucs comme ça qui sortent et que t'as suivi depuis longtemps un peu ce qui se passe. C'est ça. Mais bon, 3h25, je crois. C'est ça, 3h25 ou 26 ou un truc comme ça de film. Donc, mais n'ayez pas peur, on va bien s'amuser. Le Loup Wall Street qui durait 3 heures, on l'a tous regardé, il était très bien. Les gars, ça va bien se passer. Moi, il m'attire. Voilà, après c'est une Scorsese qui parle de l'histoire des États-Unis quand même, des Amérindiens. Donc, je pense que ça peut être intéressant, quoi. Des sujets qui est pas tellement exploité au cinéma. Même au cinéma américain, en tout cas, de ce que je connais. Et bah voilà, quoi, Scorsese qui revient. Moi, j'aime bien DiCaprio, j'aime bien Robert De Niro. C'est parti, quoi. On balance la machine. Il y a l'actrice aussi, je sais plus son nom, mais qui est importante. Lily Gladstone, ouais. Lily Gladstone, oui. Bah, elle est pas connue, mais elle est, elle a le rôle principal avec Leonardo DiCaprio, dans ce qui semble. Et après, les gens parlent de potentiellement nomination pour DiCaprio, De Niro, Lily Gladstone, Scorsese. Voilà, moi j'ai hâte, il y a des bons retours, il y a eu plutôt des bons retours sur le film, donc on a hâte. En deuxième, on a, une autre sortie qu'on a, c'est Une année difficile, donc de Eric Toledano et Olivier Nakache, donc le duo qui a fait Intouchable, qui a fait Nos jours heureux, il me semble que ça s'appelait comme ça le film. Il a fait le film avec Bakri, j'ai oublié le nom. Le sens de la fête. Le sens de la fête, c'est ça. Et il y a 2-3 ans, ils avaient fait un film avec Vincent Cassel, dont j'ai oublié le nom, mais en gros, ils reviennent avec une nouvelle comédie avec Noémie Merlan, que j'adore si elle m'écoute, Pio Marmaille, que j'adore s'il m'écoute, Jonathan Cohen, que j'aime bien aussi s'il m'écoute, et Mathieu Amalric, j'ai vachement envie de voir Quantum of Solace. Et là on retrouve du coup, c'est un genre de film sur une association, il me semble, sur des militants écolos. Et le film, on va dire, qui divise un peu. Il y a pas mal de gens sur Twitter qui sont allés des avant-premières, qui sont un peu qui trouvent que le film il tape un peu sur les écolos, un peu gratuitement dessus et un peu vachement, quoi. Donc à voir, parce que c'est bizarre venant de Nakache Toledano, parce que j'ai jamais eu de problème avec eux à ce niveau-là, politiquement ou quoi, ou même ils ont toujours eu des propos assez lisses, on va pas se mentir, dans ces films, tout le monde il est gentil, tout le monde est content. Enfin, c'est pas comme ça que je veux dire, mais en gros il y a souvent un truc un peu pour toute la famille, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans les films. Et là, apparemment le film il tape un peu sur les écolos. Est-ce que tu attends t'as envie de voir ce film? Non, pas spécialement. J'attends pas spécialement le film. Ça m'intéresse pas vraiment, sur le coup. Et puis en plus, oui. Bon, vu ce que disent certaines personnes que j'apprécie sur Twitter, sur le coup, ça me donne pas tellement envie. Voilà. Ok, bah écoute, peut-être que j'en parlerai, mais je suis pas sûr la semaine prochaine. Et on a un film d'animation qui sort la semaine prochaine. Oui, donc le film qui a gagné le Festival d'Annecy, donc L'Île de Poulet, donc réalisé par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Ouais, bah c'est le film qui a gagné et qui arrive, qui est bien noté, qui a des bonnes réceptions. Moi, je vais sûrement aller le voir. Je pense que tu vas aller le voir aussi, peut-être Ista. Mais je sais que toi, le style d'animation, enfin moi aussi, je vous avoue, au premier abord en tout cas, me parle pas. Mais vu que tout le monde dit du bien du film, je suis curieux d'aller le voir quand même. Ouais, je suis un peu curieux aussi, parce que bon, il est plutôt bien réputé, le film, il serait pas mal. C'est vrai que visuellement, ça m'attire pas trop, mais à voir, ouais, ça peut être une bonne surprise. Puis c'est un film où il se parle d'une fille qui cherche du poulet. Et moi, je veux voir ce que ça donne. C'est quand même ça le synopsis, quoi. Et voilà, et quand on sortira du film, on dirait putain, c'est du poulet. Voilà. Bah, sur cette blague, je pense qu'on peut finir cet épisode. Sur un ton humoristique. Bah, c'était cool cet épisode. Je pense que ça va être peut-être le plus long qu'on ait fait. Oui, c'est possible, ouais. C'est vrai qu'on avait pas mal de choses à dire, hein. Beaucoup sur Marvel, notamment. Voilà, on voulait dénoncer. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant, voilà. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter,
arrobase, pardon, hashtag, arrobase la nuit des sorties. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast, tous les sites, enfin peu importe l'hébergeur sur lequel vous nous écoutez. Et voilà, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi, du meilleur podcast d'actualité. C'est vrai. Oui, ça nous aide. Et voilà. Bon allez, salut. Salut, à la prochaine.